Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance d'information sur le programme d'action mobilité, l'état d'avancement et surtout le bilan de la participation dans le contexte du PAM. Alors, on a une série de participants en ligne et une série de participants en salle. Alors, je voudrais avant tout remercier le service technique de la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve qui nous a donné la possibilité d'avoir, je pense, une réunion hybride dans les meilleures conditions, puisque le son et l'image, à mon avis, sont de la meilleure qualité pour tout le monde, en tout cas, je l'espère. Monsieur Debert donc, est avec nous en ligne, puisqu'il est à l'étranger en mission, hein, on va dire ça comme ça. Je vais lui donner la parole tout de suite pour l'introduction, le mot d'accueil. Simplement, je vais, pour tout le monde, juste rapidement expliquer un petit peu le déroulement de cette rencontre. Donc, suite effectivement à l'introduction de Monsieur Debert, qui va rappeler dans les grandes lignes ce qu'est le PAM notamment, je vais moi-même revenir sur la dynamique participative qui a été mise en place il y a 1 an, tout pile, le 15 mars 2021. Ensuite, je parcourrai les synthèses. Alors, je passerai assez rapidement sur les synthèses des ateliers thématiques, qui étaient la première démarche, la première étape de cette dynamique participative. L'ensemble des documents sont en ligne sur la plateforme et on va rappeler le lien pour pouvoir y avoir accès. Je passerai plus de temps à expliquer la synthèse des ateliers spécifiques, qui était la deuxième partie de l'année 2021, sur lesquels on s'est donc focalisé sur certaines actions plus spécifique. Ensuite, on aura une séance de questions-réponses avec le public en salle et avec les participants qui nous suivent en ligne. Donc, il y a traditionnellement le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai derrière moi Céline Caliscan qui m'accompagne dans la démarche et du coup, on va essayer d'alterner évidemment les questions qui viennent de la salle et les questions qui arrivent en ligne. Et je terminerai par expliquer un petit peu la façon dont on va procéder pour les suites. Le gros de la démarche participative a eu lieu, mais évidemment, il est prévu des rendez-vous réguliers pour faire l'état d'avancement, l'état de la situation concernant l'évolution du PAM. Voilà, Monsieur Debert, je vais vous donner la main et la parole pour le mot d'accueil. Merci beaucoup, merci à tous les participants. Est-ce que David Dacamara est dans la salle? Non. Pas encore. Donc, il sera en ligne, en fait. Il sera présent. Il est en ligne. Je ne sais pas s'il est en ligne. Vérifions s'il est en ligne, mais il ne sera pas présent dans la salle. D'accord. Pas encore, ok, d'accord. Donc, je voulais juste d'abord remercier tous les participants à cette séance et plus généralement tous ceux qui ont mis de l'énergie, du temps pour faire en sorte que on ait toute l'expérience des personnes pour prendre à un moment donné une décision concernant les actions que nous allons faire. Donc, PAM, plan d'action pour la mobilité. Donc, ça va être à un moment donné des choses qui vont être très pratiques et qui vont vraiment s'exercer. Et à partir du moment où on discute de mobilité, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en relation avec différentes personnes qui voulaient toute une série de choses. Je leur disais, oui, vous les voulez, certes, mais par contre, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas nécessairement la même chose que vous. C'est l'histoire des casse-vitesse. Un casse-vitesse, tout le monde en veut, mais dès qu'il s'approche de son domicile, tout d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est super important d'avoir la participation de tous pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur ce qu'il faut faire en matière de mobilité. Je disais que je souhaitais que David Dacamara soit là parce que fondamentalement, c'est lui qui a lancé tout ce processus et je voulais l'en remercier. Alors, globalement, où est-ce qu'on en est? Donc, je vais vous montrer ça. Ça, je passe. Il y a eu un avant-projet, il y a eu toute une série de consultations et vous voyez sur le slide, nous sommes ici. C'est-à-dire qu'on est à la fin de la participation, de la première phase de la participation, qui est une phase générale. Et puis, on a dit non, mais on veut de la participation plus spécialement sur certaines choses. C'est ça qui va vous être dit aujourd'hui. Et puis après la participation, alors la participation ne s'arrête pas, mais on décide une série de choses, et puis au moment de les mettre en œuvre, on continuera à faire participer les personnes.
Juste pour préciser que le plan d'action mobilité est lui-même issu de toute une série de processus de plans communal de mobilité. Alors, quelle est la différence entre un plan communal de mobilité, un plan communal de mobilité actualisé et un plan d'action? Un plan communal de mobilité, il donne les grandes lignes. Et puis, à un moment donné, on dit, non, on doit vraiment passer à l'action, on doit être plus précis sur certaines choses, et c'est ça qu'on a fait ici, cette fois-ci. Je vous passe l'ensemble. Je présuppose que beaucoup de personnes qui sont là ont déjà participé et n'ont pas besoin d'avoir tout le rétroact parce qu'ils le connaissent peut-être même mieux que moi. Mais si jamais ce n'était pas le cas, il suffit de mettre dans le chat et on reprécisera les choses qui ne sont pas connues par tout le monde. Je rappelle très rapidement qu'on est parti sur le principe stop, c'est-à-dire priorité aux piétons, et puis aux cyclistes, et puis aux transports en commun, et enfin à la voiture. Ceci dit, cette priorité-là est nouvelle, hein, puisque vous voyez sur le graphique ici que les bandes, les anneaux rouges, c'est la voiture. Et donc, ne pas avoir mis de priorité aux piétons, ben, ça a impliqué que la voiture a pris vraiment énormément d'espace. Il faut dire qu'elle est efficace pour les déplacements. Alors, donc, nous avons 4 thématiques et 4 objectifs stratégiques et puis 50 actions. Dans les 50 actions, il y en a qui sont déjà réalisées, il y en a qui seront à réaliser très rapidement et il y en a qui seront à réaliser beaucoup plus tard. Et donc, les 4 thématiques, mode actif, qu'est-ce que c'est mode actif? C'est les piétons, les cyclistes, puis les transports en commun, puis la voiture, et puis l'intermodalité, c'est-à-dire, en fait, on fait un petit peu tout sur un trajet. La dynamique participative, c'est plus moi, et donc, à la limite, je repasse la main. Très bien, je vais reprendre la parole. Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, il y a des participants qui n'ont pas encore suivi, en tout cas qui n'étaient pas là aux précédentes rencontres. Et donc, on va revenir sur certains éléments qui ont déjà eu lieu et qui ont déjà été présentés, notamment en séance d'octobre. Le 5 octobre, on a présenté les synthèses des ateliers thématiques. Je vais revenir quand même sur les grandes lignes et sur les grandes lignes de la dynamique. Mais je peux déjà dire, et on va mettre le lien sur le chat, c'est qu'il existe une plateforme numérique dédiée au projet sur laquelle on peut retrouver l'ensemble des documents qui ont été présentés et les replays des précédentes séances, donc les enregistrements des précédentes séances. Donc tout ça est disponible et le sera encore à long terme. Donc c'est à mon avis, une source d'information importante pour les gens qui prennent le train en route. Alors, la dynamique participative, pour le redire, et donc, juste pour terminer avec ça, la plateforme numérique, on met le lien sur le chat, mais le lien existe aussi sur le site de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Donc, si vous allez sur le site de la commune, vous trouverez facilement le lien. Et donc, la dynamique participative, qu'est-ce qu'elle est? C'est une ambition de mettre autour de la table différents acteurs qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se rencontrer. Donc, ici, dans le contexte du PAM, évidemment, la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve est à la manœuvre, elle est à l'initiative de la démarche et elle est accompagnée, comme l'a dit Monsieur Debert, d'une série de recommandations de bureaux d'études en mobilité qui ont réalisé leur travail et qui font du coup un ensemble de documentation qui sont assez importants et qui du coup doivent être entre guillemets coordonnés, mis en cohérence et qui forment le point de départ de la démarche. La ville s'est associée au service du bureau d'études ARIES pour le côté expertise en mobilité, et donc on aura l'occasion d'en parler puisqu'ils sont déjà intervenus en 2021 également dans la dynamique participative, et les services d'espace environnement, donc un organisme de médiation et de participation pour animer, encadrer et organiser la participation dans le contexte de l'élaboration du PAM. Alors évidemment, les acteurs qui sont essentiels pour nous dans cette démarche, ce sont bien entendu les habitants et les usagers de la ville, au sens large, et vous allez voir dans quelle mesure on a essayé d'impliquer le plus grand nombre dans cette démarche, mais aussi les institutions, les acteurs et les associations qui sont concernés par les thématiques dont on va parler notamment ce soir. Et donc, on a eu l'occasion, à différents moments et avec différents outils, de faire se rencontrer ces différents publics.
Alors, il y a eu, donc, comme je le disais, différents moments de la participation. Une première séance d'information qui a eu lieu il y a donc précisément 1 an. Il y en a eu 2 depuis. Donc, en 2021, on a organisé 3 séances d'information. Il y a eu 2 sondages en ligne. Un premier sondage sur les grandes thématiques du PAM et puis un deuxième sondage sur les actions spécifiques qu'on va vous présenter ce soir. Et puis, toute une série d'ateliers thématiques et spécifiques qui se sont tenus à partir du mois de mai jusqu'à fin décembre et qui ont réuni du coup des groupes plus restreints de participants dans lequel on visait une dizaine de citoyens et accompagné de 5 acteurs idéalement pour encadrer la dynamique, qui sont issus donc d'institutions, d'associations et donc qui ont un profil un peu particulier. Et donc ces ateliers, constitués d'une quinzaine de personnes globalement, se sont réunis très régulièrement. Certains participants d'ailleurs ont participé à plusieurs ateliers et donc ont vraiment donné de leur personne pour accompagner la démarche et participer. Et donc, je vais rendre compte un petit peu de ces différents ateliers. Alors, les ateliers thématiques portaient sur les modes actifs, donc à savoir les piétons et les cyclistes, les transports en commun et l'usage de la voiture individuelle. Alors, concernant les modes actifs, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça a déjà été fait et je ne voudrais pas vous assommer avec ça, mais je voudrais quand même juste revenir sur les mots-clés des thématiques qui ont été abordées, des débats qu'on a pu avoir pendant ces ateliers, que vous soyez tout à fait rassurés. Ceux qui participent depuis le début, on garde bien en tête et c'est dans un rapport que vous trouverez en ligne, finalement, tous ces débats et toutes ces thématiques qui sont abordées. Et donc, un premier élément de débat portait sur le fait d'envisager un piétonnier au centre d'Ottignies. Et donc, on a effectivement discuté de l'opportunité de mettre en place un piétonnier dans le centre-ville d'Ottignies. Donc, ça a été largement discuté, qui pouvait être complété et donc de ce concept qui est des rues résidentielles, donc les zones 20. On a eu l'occasion d'en parler, mais également les liaisons piétonnes, puisqu'on parle de ce piétonnier, mais il y a aussi dans le parcours d'un piéton sur l'ensemble du territoire des points noirs. On en a identifié quelques-uns, et donc on a eu dans le groupe besoin de parler de ces fameuses liaisons piétonnes depuis les villages et depuis les quartiers. Ceci aussi pour mettre en avant ce fameux principe stop, où finalement certains participants nous disaient il faut plus mettre en avant le fait que le piéton, c'est effectivement le premier élément de la démarche sur lequel il faut travailler pour améliorer la situation en termes de mobilité. Et donc les liaisons piétonnes à travers le quartier, à travers les quartiers et les villages étaient tout à fait essentielles. Et c'est quelque chose qu'on aura l'occasion aussi de redire. Concernant le piétonnier de Louvain-la-Neuve, ici, on a abordé 3 thématiques plutôt ciblées, notamment la cohabitation des mobilités des piétons avec les cyclistes, donc la circulation des cyclistes sur la dalle. On a abordé la question des barrières d'accès à la dalle et des livraisons. Voilà, donc vous voyez, je ne développe pas plus, je ne vais pas plus loin, je vous laisserai découvrir dans les PowerPoint précédents et dans le rapport de la première mission. Les liaisons cyclables structurantes, et donc on a eu l'occasion d'aborder la question des axes structurants, les chaussées, les zones 30, le corridor cyclable, mais aussi les liaisons cyclables, donc des itinéraires plus apaisés qui permettent de rejoindre effectivement de nouveau les villages et les quartiers. Et donc on a eu l'occasion d'énumérer et d'identifier ces différentes liaisons cyclables. Alors, concernant les vélos toujours et les infrastructures pour les vélos, on a parlé des parkings vélos sécurisés et collectifs, que ce soit dans le centre et dans les quartiers, avec comme point de départ la problématique des vols de vélos, qui est évidemment tout à fait dommageable et très important pour les cyclistes. Et donc, l'objectif est bien d'augmenter le nombre de parkings vélos, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc, l'idée était d'identifier les infrastructures adéquates en fonction du besoin. Et donc, par exemple, effectivement, de distinguer les stationnements vélos en lien avec des activités et les stationnements vélos en lien avec du résidentiel. De nouveau, je ne développe pas plus. J'espère que je ne vous laisse pas sur votre faim à ce sujet. Alors, concernant les transports en commun, les grandes thématiques qui ont été abordées, c'est tout d'abord une zone tarifaire unique.
L'objectif, c'est effectivement de faciliter l'usage des transports en commun et le passage d'un réseau à un autre. Et une première réflexion qui portait sur la zone dont on parle et un tripôle qui se dessine, Ottignies, Louvain-la-Neuve, Wavre, qui doit être valorisé, peut-être renforcé, en tout cas qui doit être vu comme un ensemble qui est cohérent. On a parlé de l'intégration tech SNCB, donc le fait de pouvoir facilement passer de l'un à l'autre. Et donc là, on a surtout énuméré toute une série de références qui existent, notamment sur Bruxelles, et qui montrent que des choses sont possibles. Alors, on a eu l'occasion de travailler avec un représentant du tech qui nous disait que les réflexions sont en cours au tech pour faire évoluer et pour simplifier l'usage du tech. Et donc là, il faut voir aussi comment les choses peuvent évoluer, mais déjà pour dire que sur cette thématique-là, il va falloir évidemment travailler en partenariat avec les différents acteurs. On a abordé la question des tarifs préférentiels et l'idée surtout de communiquer sur ce qui existe, de promouvoir les promotions. Et donc, c'est bien l'idée de communiquer sur qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est possible, sachant que la communication n'est pas nécessairement toujours bonne. Les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui existe. Alors, concernant la restructuration de l'offre en transport en commun, il y a un constat qui est de dire que la desserte du tech est finalement déjà assez importante sur le territoire, sachant qu'elle est complétée par une ligne Proxibus et un tech à la demande pour compléter les trous, parce qu'effectivement, il y a des trous, notamment au niveau des horaires sur le territoire. Et donc, ce tech à la demande a été identifié comme étant effectivement un service efficace et pertinent pour compléter le vide. Par exemple, on a parlé de l'offre culturelle en soirée, et donc le transport à la demande était était vraiment une piste fiable pour compléter cette demande. Et la ligne 17, qui est une ligne tout à fait spécifique qui vise à desservir l'hôpital et donc qui peut être réorganisée. On a abordé la question de la boucle à sens unique. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici puisqu'on aura l'occasion d'en reparler dans les ateliers qui suivent, mais dont le principe est bien de canaliser la circulation automobile dans le centre de Tigny pour dégager l'espace nécessaire au tech et au mode actif. Alors, on va avoir l'occasion de discuter et de voir comment ça peut se mettre en place, mais il y a déjà eu à ce stade un débat là-dessus, sachant que ça demande effectivement une restructuration complète du centre. Ça ne se fait pas sans avoir une vue globale de la situation dans le centre-ville. Alors, les autres projets dont on a parlé, c'est le fameux projet de la gare de Tigny, qui est venu finalement un peu au niveau de la chronologie se mettre en parallèle des ateliers qu'on organisait. Et donc, il y a eu une séance effectivement en juin concernant la gare de Tigny. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a eu l'occasion d'en parler lors des ateliers. On a parlé de la gare des bus de Louvain-la-Neuve également, et de l'intermodalité et du confort, entre guillemets, des passagers aux arrêts des transports en commun. Alors, concernant l'usage de la voiture individuelle, donc un troisième atelier avec d'autres participants. Certains participants, comme je vous disais, participaient à certains ateliers en commun, mais c'était une autre dynamique. On a eu l'occasion de discuter donc du fait d'adapter le plan de circulation, et donc c'était au départ effectivement d'une réflexion sur la boucle à sens unique dans le centre, et de nouveau l'idée d'avoir une vision globale pour le centre, et de faire attention, puisque l'idée c'est de contraindre la circulation automobile, c'est de ne pas avoir un transfert finalement du transit parasite sur les quartiers avoisinants. Et donc être attentif effectivement à cette problématique pour ne pas avoir d'effet pervers à ce sujet, et aussi accompagner de ce fameux principe stop, c'est que cette boucle finalement elle doit aussi s'accompagner d'un confort, d'une amélioration du confort pour les piétons et les cyclistes. Alors, on a abordé le cas de la chaussée de la Croix. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je vais en parler juste après. On a parlé des zones 30 généralisées, sauf exception. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion d'aborder aussi. La rationalisation des parkings, je vais en parler. La sécurisation des abords des écoles, notamment la problématique des kiss and ride. Et je crois que ça, c'est une problématique qui est effectivement généralisée sur le territoire, mais pas que à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Je pense que toutes les écoles sont concernées. Je pense qu'un des éléments de conclusion par rapport à cette thématique, c'est finalement que c'est presque à analyser au cas par cas. Ça dépend vraiment de où se trouve l'école, sur quelle voirie, etc. Il y a différentes solutions, différentes possibilités, mais qui ne sont pas généralisables nécessairement. Mais on va avoir l'occasion de parler du cas de l'école de la Chaussée de la Croix.
Mais donc, on a déjà eu l'occasion d'aborder cette thématique-là lors des ateliers thématiques, et le développement des voitures partagées qui existent déjà et qu'il faut pouvoir renforcer sur le territoire à l'avenir. Enfin, des actions de sensibilisation. Alors, c'est quelque chose qui a été très fort abordé dans l'atelier concernant les modes actifs, mais qui est en fait généralisable pour l'ensemble des modes, évidemment. C'est de travailler sur la communication. Vers quoi on va en termes de mobilité durable, et donc avoir un travail de sensibilisation du public et tout mode confondu. Donc, il faut sensibiliser les automobilistes à la présence des autres modes et inversement, en ayant en tête le principe stop qu'on doit mettre en avant dans les aménagements, mais qu'on doit mettre en avant aussi dans la communication et dans la sensibilisation. Donc le piéton n'est pas qu'un randonneur, le cycliste n'est pas non plus qu'un randonneur, et donc il y a effectivement à revaloriser et à travailler sur le côté mobilité au quotidien de ces modes de déplacement. La sensibilisation, oui, et pour aller plus loin, si nécessaire, la répression. Donc, on a parlé aussi des contrôles, on a parlé des situations problématiques comme le stationnement sauvage, etc. Et donc, il doit y avoir une certaine efficacité dans la répression qui doit se mettre en place. Renforcer les partenariats, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, différents acteurs sont en présence et donc il faut pouvoir travailler en commission, entre guillemets, en partenariat avec différents acteurs pour pouvoir avancer sur les problématiques qui nous concernent. Et enfin, valoriser les services existants. On a eu l'occasion de l'aborder dans différents ateliers, il y a énormément de choses qui existent et on ne le sait pas toujours, de prêts, de location de vélos, de primes, d'actions qui existent, qui sont présents sur le territoire et qu'on ne connaît pas nécessairement. Et donc là, il y a vraiment un travail de communication à faire pour valoriser l'existant. Voilà, rapidement expliquer les ateliers thématiques. Donc, je pense que je ne suis pas trop long, je pense que ça fonctionne. Je vais maintenant aborder la synthèse des ateliers spécifiques. Alors là, c'était une démarche tout à fait originale. Le point de départ, c'est une série d'actions qui sont envisagées dans le PAM et que la ville de Tigny-Vollaneuve a voulu mettre en débat lors d'ateliers, à savoir le plan de circulation au centre-ville de Tigny, on vient rapidement de l'évoquer, je vais rentrer dans le détail, la circulation et l'aménagement de la chaussée de la Croix, et le stationnement et la réforme de la zone bleue. Alors, pour ce faire, pour aborder ces thèmes-là, on a été alimenté par des données objectives, situations existantes, donc une photographie de la problématique qui nous a été amenée par le bureau d'études ARIES et par les services de la ville aussi concernant le stationnement, donc qui ont été vraiment une introduction aux thématiques qu'on a pu aborder pour ces actions spécifiques. Également, nous ont servi d'introduction aux ateliers les résultats des sondages qu'on a organisés et qui posaient des questions spécifiques justement sur ces actions. Et enfin, dans un deuxième temps, on a pu travailler sur des propositions d'action qui ont été apportées, qui ont été présentées par les bureaux d'études et qui ont servi justement d'induction, quelque part de tremplin pour lancer le débat et voir un petit peu les réactions que les participants pouvaient avoir par rapport à ces propositions. Et donc, c'est vraiment ceci que je vais vous présenter maintenant dans la seconde partie de cette présentation. Alors, donc, sur le plan de circulation au centre de Tigny, je vais rapidement passer en revue les grandes lignes des débats lors du premier atelier qu'on a eu. Et donc, par exemple, suite à la présentation qui a été faite, où le bureau ARIES nous a montré, comme je disais, la situation existante et donc les flux qui existent sur le centre de Tigny, il y a eu un débat introductif sur les comptages et le monitoring, en se disant, finalement, on voit beaucoup d'informations concernant la mobilité automobile, mais très peu d'informations concernant les autres modes. Et l'intérêt d'avoir une vision d'ensemble complète pour avoir une vision claire de la situation en termes de mobilité des cyclistes et des piétons, notamment sur le territoire. Et la ville nous annonçait à l'époque la mise en place d'un observatoire de la mobilité sur le territoire, et donc effectivement des données qui sont compilées, qui sont cumulées, progressivement accumulées, et qui vont servir dans le temps pour évaluer l'évolution de la situation. Je résume comme ça les choses. Et donc, effectivement, les choses vont avancer vers plus de précision et plus de connaissances en termes de diagnostic sur la situation sur le terrain.
Un deuxième point qui a été abordé, c'est la distinction entre transit et circulation locale. Donc effectivement, le centre d'Ottignies est traversé par une circulation de transit parasite et une circulation locale tout à fait nécessaire. Et donc il faut pouvoir distinguer les deux pour pouvoir avoir un effet efficace entre guillemets sur la situation. Et on a effectivement reparlé déjà de cette boucle à sens unique sur le territoire. Je vais y revenir. Et donc, il n'y a pas une deuxième. Voilà, il me semblait bien que j'ai zappé un peu rapidement cette diapositive-ci. Alors, dans les débats également, un positionnement pour des propositions cohérentes avec le principe STOP, comme je l'ai déjà dit, avec quelques points noirs qui ont été identifiés, notamment le carrefour Saint-Rémy. Alors, on a eu l'occasion d'avoir cette discussion et ce débat sur le carrefour Saint-Rémy, mais il faut savoir qu'une commission provinciale de sécurité routière a eu lieu en même temps et en parallèle à cet atelier, où effectivement, ce qu'on constate, c'est que les participants aux ateliers souhaitent voir améliorer la traversée cyclo-piétonne de ce carrefour qui est vraiment considéré comme un point noir, avec effectivement une difficulté qui est que c'est un carrefour régional avec une circulation importante et donc des difficultés à ce moment-là à coordonner l'ensemble. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais effectivement, il y a un souhait, et c'est aussi le souhait de la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve, qui est d'améliorer la situation cyclo-piétonne sur ce carrefour. Aussi, également dans les débats, la gestion du stationnement, avoir une gestion cohérente du stationnement en centre-ville, à savoir identifier les besoins de stationnement pour des personnes de longue durée, ce qu'on appelle les voitures ventouses, c'est les stationnements des gens qui viennent travailler, qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Le stationnement de riverains qui doivent pouvoir trouver à se stationner facilement à proximité de chez eux, et le stationnement des clients pour les commerces qui doivent aussi pouvoir accéder facilement au commerce dans le centre-ville. Voilà, c'est quelque chose qui est ressorti. Donc, essayer d'avoir une gestion cohérente pour l'ensemble de ces besoins en stationnement. Alors, les pistes d'action qui ont été mises en débat, une première piste de réflexion était la réduction des vitesses, donc une mise en zone 30 généralisée, et en l'occurrence sur l'avenue des combattants, nationale 237, avec un constat qui venait du bureau d'études, qui disait, donc Ariès, qui disait que finalement, cette mise en zone 30, étant donné le trafic, ne va pas favoriser l'intégration de tous les cyclistes sur la chaussée, étant donné la densité du trafic. Et donc, un premier élément qui était de dire, comme ça, et si on prend uniquement cette mesure-là, ça ne va pas résoudre la situation en termes de mobilité pour les cyclistes et les piétons. Et donc, pour aller plus loin, la deuxième piste de réflexion qui était mise en pâture, si je puis dire, c'était finalement de travailler sur le gain d'espace qu'on pourrait avoir en supprimant les stationnements sur la chaussée. Et donc, effectivement, ça donnerait la priorité en termes d'aménagement au mode actif, avec la possibilité, du coup, de mettre en place des pistes cyclables et des trottoirs. Mais ça nécessiterait, puisqu'on supprime alors à ce moment-là le stationnement automobile en chaussée, la mise en place de zones de stationnement alternatifs à proximité pour les riverains. Donc ça, c'est effectivement un élément important à prendre en compte, c'est de pouvoir proposer des alternatives en termes de stationnement. La troisième piste de réflexion portait sur la transformation du cœur de ville en piétonnier ou zone 30, quelque chose qui avait déjà été débattu et donc qui n'a pas fait grand débat. L'idée, effectivement, d'avoir un grand piétonnier en centre-ville, sur la place du centre et sur le cœur de ville et voirie alentour, avec donc de nouveau suppression du stationnement en voirie compensée par notamment le parking du monument comme alternative au stationnement. La piste de réflexion 4, c'est la mise en place d'une petite boucle de circulation. Alors, c'est une boucle de circulation qui porte sur l'avenue des Combattants, l'avenue Reina Street et l'avenue des Levaux, qui pose certains soucis, en tout cas certaines contraintes pour les bus tech qui doivent pouvoir circuler dans les deux sens. Un constat qui est de dire que ça n'apporte pas de gain nécessairement pour les piétons, mais ça pose quand même certaines questions par rapport à l'évaluation de la proposition pour les cyclistes. La question est de savoir, est-ce que effectivement cette petite boucle de circulation apporte un avantage ou pas pour les cyclistes? La question a été posée. Et également un questionnement sur l'intégration de cette boucle vis-à-vis de la chaussée de la Croix, puisque effectivement la chaussée de la Croix croise cette boucle et la rue du Monument. Donc là, il y a un travail à faire d'intégration de cette
petite boucle sur l'ensemble du réseau routier, ce qui n'était pas évident lors de la présentation de cette piste de réflexion. Alors, la cinquième piste, c'est la mise en place d'une grande boucle de circulation, donc qui porte, elle, sur l'avenue des Combattants jusqu'à la rue de la Station, ensuite la rue des Monuments et l'avenue d'Ellevaux. Alors, elle a l'avantage, cette boucle, et c'est son objectif, de dissuader le transit et donc d'augmenter aussi l'espace disponible pour les techs et les cyclistes, avec toutefois des points d'attention, notamment concernant les croisements. Je pense que c'est au niveau de la police qu'on nous a fait ce retour d'expérience, qui avait un chantier qui avait déjà eu lieu et qui avait amené à une boucle de ce type-là, et notamment sur la rue de la Station où ça pouvait poser problème. Et donc, une proposition qui était, pourquoi pas, élargir encore plus cette boucle vers Cours-Saint-Étienne et donc aller rejoindre certaines rues plus vers Cours-Saint-Étienne pour réaliser cette grande boucle de circulation. Et enfin, dernière piste de réflexion qui a été envisagée, qui est d'envisager l'avenue des Combattants comme une voie principale de circulation pour proposer un apaisement des voies secondaires. Donc, l'idée ici est d'avoir une boucle de circulation locale, donc au niveau de la circulation locale, pour limiter le transit sur les voies locales et rabattre le transit sur la nationale. Donc, assumer vraiment la nationale, l'avenue des Combattants comme voie de transit. Et donc, l'essence unique de circulation locale porterait sur la rue du Monument, l'avenue Astrid, pour de nouveau gagner de l'espace public à ce moment-là. Alors, au niveau de cette piste de réflexion, attention également, évidemment, à la saturation de la nationale. Je pense que les chiffres montraient déjà que cette nationale est assez encombrée. Et donc, effectivement, ici, on atteint un niveau de saturation de la nationale et évidemment des nuisances générées par cette saturation. Également, la suppression des parkings doit être compensée par des poches alternatives. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. Et donc, il y a des pistes à la rue d'Ellevaux, à la ferme du Douer, au parking du Monument, notamment. Et un dernier élément qui est que, effectivement, ça nécessite une vision globale et cohérente en termes d'urbanisme entre les différents projets existants ou à venir dans le centre de Tigny. Et donc, en conclusion, si on a à la fin de cette présentation, donc qui montrait différentes pistes, recueilli un petit peu l'avis des participants, la tendance, et je ne vais pas parler autrement que de tendance, va vers la proposition 6 qui réunit une série d'avantages, notamment le fait d'apaiser la circulation au niveau de la rue du Monument, notamment, donc la circulation locale qui est apaisée. Faciliter aussi également la piétonisation du centre, puisque c'est compatible effectivement avec cette proposition, et la canalisation du transit donc sur cette fameuse nationale. Donc cette piste-là est privilégiée, donc on s'écarte de l'idée finalement, si je ne me trompe pas, d'un concept de boucle à sens unique global, mais on est donc sur une boucle à sens unique au niveau de la circulation locale. Voilà un petit peu les résultats pour ce premier atelier sur la circulation dans le centre. Je vais passer maintenant à la chaussée de la Croix, et donc où on a procédé de la même manière, simplement juste la première rencontre a eu lieu suivant la forme d'une visite de terrain. Et donc on a eu l'occasion avec le groupe d'arpenter la chaussée de la Croix en long et en large un soir, où on a pu donc identifier toute une série de problématiques. On en a 8 ici qui ont été localisées, qui vont de la dépose minute, en tout cas la desserte du collège Christ-Roi, qui pose certains problèmes en termes de circulation de voitures, mais aussi d'étudiants qui quittent l'école et qui circulent dans le centre-ville. La fameuse rue cyclable entre la rue de Pont qui pose aussi problème. L'état des trottoirs et les obstacles qu'on peut trouver sur les trottoirs le long de la chaussée de la Croix, entre les vélos, les sorties de véhicules, le stationnement, les arbres, les poubelles, enfin, on a vu un peu toutes sortes. Et les différents aménagements qui existent ou qui n'existent pas sur la chaussée de la Croix, au milieu de la chaussée de la Croix ou aux abords de l'école. Je vous passe les détails, mais donc toute une série de problématiques qui ont été identifiées, et donc ici, un petit reportage photo qui montre un petit peu ces différents éléments. Je crois que l'avantage aussi, c'était de pouvoir le faire en soirée pour se mettre vraiment en situation, ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire, pour bien comprendre effectivement en tant que piéton, les obstacles et les difficultés qu'on peut avoir en arpentant cette rue.
Alors, les grandes lignes des débats, on est revenu sur cette idée du monitoring, effectivement, l'idée d'avoir des analyses plus poussées sur les différents modes qui existent, et donc la même réponse, qui est de dire que les choses suivent leur cours et sont en train de se mettre en place. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. L'idée de valoriser et de mettre en avant surtout la circulation locale, et donc de travailler vraiment sur le transit qui doit être canalisé, voire empêché sur cette chaussée, et la question du stationnement en lien avec les commerces qui doivent pouvoir aussi être desservis, même si les commerces sont de moins en moins importants sur la chaussée de la Croix, il y en a toujours. Et cette fameuse sécurisation donc des abords de l'école qui existe au niveau de la chaussée de la Croix, donc on a pu aborder également. Les grandes lignes des débats, c'est donc aussi le déplacement du transit de la chaussée de la Croix, un transit quotidien, qui est très important et donc qui doit pouvoir être déplacé bien en amont de la chaussée de la Croix. Un trafic généré par le collège du Christ-Roi, je l'ai dit, un transit de poids lourds également, donc toutes des problématiques qui doivent pouvoir être traitées et probablement être traitées de façon isolée. On a eu l'occasion d'aborder la question du sens unique limité. Donc le sens unique limité, c'est l'idée d'avoir un sens unique qui est limité au transport en commun, donc au bus et au vélo. Donc que les vélos puissent circuler dans les deux sens sur cette chaussée. Alors, en termes de pistes d'action qu'on a pu débattre, l'objectif qui était clair, c'est réduire la circulation afin d'apaiser le trafic et sécuriser les modes actifs. Donc ça, c'est vraiment le gros enjeu sur cette chaussée. Et donc, une première piste d'action était de mettre en zone de circulation locale la chaussée de la Croix, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, et un débat qui portait sur quel contrôle on peut avoir sur cette mise à circulation locale. Quel impact ça peut avoir sur les rues avoisinantes, le transfert du transit qui peut se faire sur la rue de l'Invasion notamment et d'autres rues avoisinantes. Et donc, effectivement, toute une série de questions que cette mise en circulation locale pose et auxquelles on doit pouvoir trouver des réponses. La question du sens unique descendant sur la chaussée de la Croix, avec une bande bus dans le sens montant, qui a été proposée, qui a été mise en débat, qui ne posait pas tellement de questions, si ce n'est l'idée qui était, je pense, amenée par le bureau d'études, qui disait que finalement, ça n'allait pas arranger grand-chose non plus en termes de sécurisation des modes actifs. Que ce soit cycliste ou piéton, au contraire, peut-être que ça va augmenter la circulation et la vitesse de circulation du trafic, et donc ça n'allait pas nécessairement améliorer le confort des modes actifs. Alors, une proposition qui est de couper de manière simple l'avenue des Justes, excepté pour les modes actifs, avec aussi comme conséquence de travailler sur le transfert que le transit pourrait faire sur les voiries avoisinantes. Et donc là, une proposition qui est intéressante, mais qui doit être accompagnée de mesures en amont. La coupure de la chaussée de la Croix, sauf pour les bus et les modes actifs. Et donc ici également, l'idée d'avoir, à partir du rond-point entre la chaussée de la Croix et l'avenue des Justes, jusqu'à un certain point au milieu de l'avenue de la chaussée de la Croix, donc effectivement une circulation coupée. Et donc là, un travail à faire sur les demi-tours qui doivent être possibles de part et d'autre, et une communication bien en amont sur le fait que la chaussée est coupée, et donc pour éviter effectivement le trafic reporté sur les voiries avoisinantes. Une dernière piste d'action qui a été mise en débat, c'est le lien finalement avec la proposition sur le centre-ville, qui est de dire la gestion de la circulation au centre-ville qui vise à empêcher le trafic de transit, mais quelque part va avoir un impact sur la chaussée de la Croix, et donc permettrait aussi de dissuader le trafic de transit sur la chaussée de la Croix. Donc ça, c'est un élément qui doit être pris en compte, et donc ça fait le lien entre les deux ateliers. Et donc, en conclusion, pour la chaussée de la Croix, finalement, ce qu'on retire de ces échanges, c'est tout d'abord deux contraintes dont on a déjà parlé. C'est l'espace disponible qui n'est pas extensible. Et donc, les choix qu'on va faire vont effectivement avoir un impact, et choisir, c'est renoncer quelque part. Et donc, il doit y avoir effectivement quelque chose qui doit être tranché quelque part au niveau des modes qu'on choisit, et le maintien des lignes bus. Le maintien des lignes bus est essentiel sur cette chaussée de la Croix. Alors, la tendance qui se dégage, c'est l'idée de mettre la zone en circulation locale et zone 30 depuis le haut de l'avenue des Justes, avec un réaménagement des trottoirs
et je ne l'ai pas noté, et un réaménagement du rond-point à proximité de l'école pour améliorer le confort et la sécurité aux abords de l'école. Passant par également, ça a été dit, un réaménagement de l'échangeur au niveau de la nationale 238 qui n'est pas configuré aujourd'hui pour faciliter effectivement le report vers la nationale 238. Et donc la combinaison avec ce fameux plan de circulation adapté du centre-ville. Donc voilà un petit peu les grandes lignes, les tendances vers lesquelles on a avancé dans cet atelier sur la chaussée de la Croix. Alors concernant le plan de stationnement, donc c'est la dernière partie, le dernier atelier qu'on a pu animer. Les problématiques qui ont été relevées, et donc cet atelier a eu l'avantage aussi de faire intervenir et de mettre en présence différents acteurs, que ce soit l'UCL ou les parkings privés qui existent sur Louvain-la-Neuve, et donc d'avoir un débat finalement avec l'ensemble des acteurs en présence. Et un premier débat sur le taux d'occupation du parking sous la dalle à Louvain-la-Neuve, puisque on le sait, ces parkings sont sous-occupés l'essentiel du temps, si ce n'est à certaines périodes où effectivement ils sont occupés, peut-être même parfois saturés. Mais donc cette occupation pose question et donc doit pouvoir être à un moment donné étudiée. Le taux d'occupation sur l'espace public également, c'est intéressant de savoir effectivement quelle est la part de l'espace public qui est mis à disposition des parkings, donc au niveau en surface. Et donc là aussi, tout un débat sur veut-on vraiment mettre à disposition tout cet espace simplement pour du stationnement. Un élément de comparaison qui a été amené aussi par le service de la ville concernant d'autres villes, finalement, quelle est la situation dans d'autres villes, comment d'autres villes comme Nivelles et Liège, notamment, ont trouvé pour améliorer la situation des stationnements. Et un constat qui est de dire que finalement, la situation n'est pas nécessairement comparable. Elle n'est déjà pas comparable entre Tigny et Louvain-la-Neuve, et donc c'est pas évident effectivement d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'envisager de transposer directement les choses. Par contre, adapter les conditions de stationnement à la réalité du terrain, c'est très vrai, notamment sur Louvain-la-Neuve. Il y a des activités dans certains quartiers qui ont un impact et sur des horaires très spécifiques, et donc qui doivent pouvoir être accompagnés de mesures en termes de stationnement spécifiques pour le coup. Dans les problématiques relevées toujours, le stationnement et cette question du contrôle, on l'a déjà dit, mais donc comment assurer le contrôle de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire contraindre et conditionner le stationnement. Donc ça a été longuement abordé aussi, et les choses évoluent, je pense, au niveau des effectifs. L'objectif ou plusieurs objectifs qui visent surtout la lisibilité et la simplicité du système. Donc on a beaucoup dit que le système était complexe à comprendre, qu'il y a une cacophonie qui ne facilite absolument pas l'usage du stationnement sur le territoire. Et donc, il y a un enjeu là de simplifier le message pour plus d'efficacité. La question du coût des cartes riverains et des zones payantes, on a beaucoup discuté de cette notion de coût relatif du stationnement et des cartes riverains. Et un positionnement pour une gestion cohérente des parkings, cohérente et globalement homogène des parkings privés et publics. Donc la différence est tellement flagrante, notamment sur Louvain-la-Neuve, qu'il y a lieu ici d'essayer de résorber cette différence donc pour avoir une gestion plus cohérente de l'ensemble. Et donc les pistes d'action qui ont été mises sur la table et qui viennent notamment, qui sont envisagées dans le PAM, c'est notamment des recommandations urbanistiques pour les projets futurs. Alors, ces recommandations, elles ont fait l'objet de discussions, et notamment une question d'un participant qui dit « Mais pourquoi imposer du stationnement si ce n'est pas nécessaire ?» Et donc, effectivement, l'occasion de discuter au cas par cas, en fonction des projets et de leur localisation, de leur accessibilité en transport en commun, est-il nécessaire d'imposer du stationnement, d'accompagner les demandes de permis par un nombre de places de parking par projet. Voilà, c'est une question qui a été lancée. L'idée aussi de sanctionner les infractions en termes de stationnement sauvage, mais aussi en termes de privatisation d'espaces publics. Donc, on a relaté certains cas où, effectivement, du privé s'octroie, privatise quelque part l'espace public, et donc de pouvoir travailler sur des sanctions après les aménagements. Et proposition donc de réorganiser des poches de parking pour libérer les espaces
en voirie. Et je pense que ça, c'est finalement la même idée qu'on retrouve sur Otigny, hein, c'est des poches de parking à proximité des habitations, à proximité des quartiers résidentiels, pour libérer les espaces en voirie. Alors, concernant le principe de gestion du stationnement public, comme on l'a dit, donc l'idée, c'est de viser une cohérence entre les tarifs privés et publics, d'adapter les horaires aux activités dans les quartiers et d'adapter les prix en fonction des lieux. Donc ça, il y a eu un débat là-dessus. Tout le monde n'a pas toujours la même position, mais donc l'idée, c'est quand même de distinguer la situation dans les centres et dans les périphéries. On ne peut pas imaginer d'avoir le même tarif dans les centres ou dans les quartiers plus excentrés. Par contre, une proposition qui est de rendre l'hypercentre de Tigny en zone payante. Alors, concernant les cartes riverains et entreprises et les conditions et les prix, l'idée qui ressort, c'est l'importance d'avoir un prix dissuasif, un prix symbolique et unique. Quelque part, c'est jugé comme étant du non-sens, et donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur un prix qui vraiment fait réfléchir les demandeurs et éventuellement les dissuade à avoir effectivement une carte riverain. Et de travailler sur la tarification en fonction du revenu du ménage. Donc, c'est une proposition qui est revenue également plusieurs fois. Différencier également des zones riverains qui seraient du coup inaccessibles aux non-riverains. Par exemple, distinguer les zones en surface, les zones de stationnement en surface qui seraient réservées aux riverains, et donc les stationnements en sous-sol pour les visiteurs. Concernant les réaménagements des espaces publics, je pense qu'on arrive au bout. L'idée, c'est de toute façon de réduire le nombre de places de parking dès à présent, de travailler notamment sur un urbanisme tactique, donc c'est faire des aménagements qui peuvent être provisoires, en tout cas qui seraient aménagés spontanément et qui pourraient agir comme un déclencheur vers quelque chose de plus pérenne, de plus durable. Et évidemment de travailler en partenariat avec les différents opérateurs, notamment les opérateurs privés, pour libérer l'espace public en surface, et ça, c'est vraiment l'objectif qui est visé derrière l'ensemble de la démarche. Alors, en termes de conclusion pour le stationnement, donc intérêt à harmoniser la gestion du stationnement, offre globalement homogène, simple et lisible. Je crois que ça, c'était vraiment un leitmotiv, c'était la lisibilité de l'offre. Agir sur le levier tarifaire pour dégager l'espace public et privilégier l'aménagement des espaces de convivialité. Donc, que le stationnement soit effectivement redevienne des espaces de rencontre et de convivialité pour les riverains et pour les usagers. Voilà les grandes lignes de cet atelier concernant le stationnement. Et donc, en conclusion, j'ai juste repris 6 points ici qui me semblent être assez transversaux sur l'ensemble de la démarche. Beaucoup de pistes, beaucoup d'échanges, donc finalement une dynamique très très riche. Je pense que ça se traduit aussi dans les rapports qu'on a pu réaliser, et donc énormément d'idées qui ont été partagées. Le besoin, à un moment donné, exprimé par des participants de passer à l'action, l'envie et le besoin de voir des choses se concrétiser, et je pense que la ville pourra dire que des choses se font déjà. Je pense qu'on a eu l'occasion de le voir aussi pendant la démarche, rien que sur l'année 2021. Dans le respect du principe STOP, quelque chose qui est aussi tout à fait essentiel, c'est de revenir systématiquement sur ce principe, tant que faire se peut, mettre en avant la mobilité piéton, cyclable, et puis transport en commun et automobile. Élargir le cercle des participants. Je crois que c'est un souhait qu'on a eu sur l'ensemble de la démarche, et que, à mon avis, c'est un travail qui doit être fait en permanence. C'est le nombre de participants. Je pense qu'il y a globalement une centaine de personnes qui ont participé à la démarche. Vous êtes ici une douzaine de personnes en salle. Il y a, je pense, une quinzaine de personnes ou une vingtaine de personnes connectées. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un groupe relativement restreint et qu'il faut maintenant pouvoir élargir le cercle pour fédérer et que l'ensemble des habitants de Tigny-Louvain-la-Neuve s'approprient la démarche du programme d'action mobilité. Avancer en partenariat, c'est évidemment avec les habitants, les usagers, mais aussi les autres acteurs, et communiquer. Je pense que ça, c'est aussi un élément de conclusion. C'est maintenant, il y a effectivement un travail sur communiquer sur la démarche, communiquer sur les actions, communiquer sur la direction que veut ou doit prendre la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve concernant sa mobilité. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je pense que ça va. J'espère que je ne vous ai pas assommé avec toutes ces idées.
je propose maintenant de vous donner la parole, qu'on passe aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais tu dis? D'accord. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions. Déjà maintenant, oui. Oui. On essaiera d'alterner du coup entre les questions dans la salle et les questions en ligne. Bonsoir, mon nom est Corentin Genin. J'ai cru comprendre qu'une des conclusions de l'atelier spécifique sur le plan de circulation de Tigny, oui, c'était qu'entre autres, ce qui était envisagé, c'était de canaliser plus le trafic sur l'avenue des Combattants. Oui. C'est ce que vous avez dit? Le transit, oui. Moi, j'ai participé activement à ces ateliers. Je ne me souviens pas de cette tendance qui est ressortie des discussions, que du contraire. D'ailleurs, je ne comprends pas bien dans quelle mesure ce serait compatible avec la volonté qui a toujours été, en tout cas de la part des autorités politiques, je vais dire, de désengorger à tout prix l'avenue des Combattants. Donc là, je m'interroge fort sur la manière dont vous avez un peu compilé les résultats, parce que là, vraiment, je ne comprends pas. C'est pas compatible avec la création de plus d'espace pour les cyclistes. Est-ce que ce serait fait dans le passage en zone 30 km/h de l'avenue des Combattants? Ça n'a pas été repris dans les conclusions. Donc là, je me pose beaucoup de questions quand même. Voilà, j'ai d'autres questions, mais je vais peut-être me limiter à ça. Non, mais tout à fait. Mais donc, pour répondre rapidement par rapport à la démarche et ce qui a été fait, ensuite peut-être que Madame Mertens pourra compléter, c'est qu'effectivement, le deuxième atelier concernant cette action spécifique sur le plan de circulation dans le centre de Tigny, portait, et donc la 6e piste d'action portait sur le fait d'abandonner une boucle à sens unique pour l'ensemble du trafic, mais de canaliser le trafic de transit sur l'avenue des Combattants. Donc ça, je pense que vous avez bien compris. La proposition était celle-là, c'était la 6e piste proposée. Alors, de nouveau, je n'ai pas mis de slide représentant graphiquement la situation, mais vous retrouverez ça sur la plateforme numérique. Donc, ce sont les propositions qui ont été mises en avant par le bureau d'études Ariès et qui a été débattue par le groupe. Et donc, cette proposition, pour le redire, c'est effectivement une canalisation du trafic de transit sur la chaussée, sur l'avenue des Combattants, et une boucle à sens unique en circulation locale, donc pour les riverains, sur la rue du Monument et la rue Delvaux. Ma question est de savoir, est-ce que ça a effectivement été cautionné ou avalisé? Est-ce qu'il y avait un mouvement dans ce sens-là lors des ateliers avec les citoyens? Vous dites que ça a été proposé par le bureau d'études. Ce n'est pas parce que le bureau d'études le propose que c'est forcément une bonne idée qui recueille l'adhésion des citoyens. Je comprends que ce ne soit pas clair, mais donc effectivement, oui, ça a été proposé par le bureau d'études lors de ce deuxième atelier concernant le centre de Tigny. Et oui, la tendance du groupe a été d'avancer vers cette proposition-là, qui réunissait une série d'avantages qui ont été identifiés par le groupe. Mais effectivement, je comprends bien, monsieur, effectivement, ça ne rencontre pas la tendance qui a été discutée lors des précédents débats sur la boucle à sens unique. Donc, je comprends bien que ce soit quelque chose de tout à fait nouveau. Et à ma connaissance, je pense que vous ne participiez pas à cet atelier-là sur le centre de Tigny. Donc, je comprends que vous découvriez cette proposition. Je vais bien répondre. Oui. Donc, la démarche, c'était qu'effectivement, il y avait plusieurs scénarios. Et dans une des scénarios, c'était effectivement de se dire quel est le rôle ou quel est l'élément principal. Alors, on sait bien qu'on a la vallée de la Dyle avec 2 axes principaux. L'un qui est l'avenue des Combattants, qui est une route régionale, principalement voiture. Et puis, on a l'avenue des Monuments. Et on a effectivement, je veux dire, une échappatoire de la zone de circulation voiture qui est l'axe Combattant vers les quartiers qui est l'avenue des Monuments, la rue des Deux Ponts et puis l'avenue Delvaux, comme s'il y avait une sorte de trafic de transit. Et la démarche, c'est de se dire, si on doit travailler un plan de circulation, est-ce qu'on privilégie l'axe Combattant, route régionale, comme un axe privilégié voiture pour donner plus de part modale
intermodalité active pour les autres et donc pour les quartiers. Et c'est plutôt une tendance. On est bien d'accord que le but des ateliers participatifs, ce n'était pas de choisir ou de décider, puisqu'on est là sur quelque chose qui permet de dire son avis et on essaye de trouver des consensus, on essaye de voir les contraintes, le pour et le contre. Et à la fin des ateliers, effectivement, il y avait une tendance de se dire, essayons, si on doit travailler plus loin et rendre opérationnelle cette action, essayons de voir si on a envie de se dire, est-ce qu'on met la même tonalité ou les mêmes aménagements entre l'avenue des Monuments, qui est plus interquartier, ou la rue régionale, ou est-ce qu'on les met en balance, ou est-ce qu'on... Et donc, c'est dans cette démarche qu'il y a eu effectivement une sorte de consensus, où en tous les cas, des gens se sont exprimés en disant, à choisir, privilégions les quartiers, privilégions la vallée, enfin, la DIL et tout ça en circulation mode actif, et gardons plus la voiture sur l'avenue des Combattants. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut pousser la voiture sur la rue des Combattants, mais c'est pour se dire de privilégier des aménagements spécifiques. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va laisser un caractère autoroutier à l'avenue des Combattants, puisque d'autres actions étaient, par exemple, de supprimer le stationnement voiture pour pouvoir y mettre de vrais aménagements cyclables sur l'axe Combattant. Donc, un aménagement, je veux dire, plus particulier qui serait dans les quartiers sera en compensation avec des aménagements spécifiques sur la rue des Combattants, tout ça pour faire quelque chose de cohérent où on aura un principe stop sur l'ensemble de la zone. Voilà. Je veux bien répondre, je ne sais pas si on avoir... Oui, monsieur Devers. Ouais. Donc, monsieur Genin pose la question de est-ce que ça a été cautionné par l'ensemble des participants? Et je voudrais répondre là-dessus sur le fait que, en fait, les participants n'étaient pas nécessairement représentatifs de toute la population. Et donc, que ça a été participé, que ça a été cautionné ou non, n'a pas tellement d'importance, puisque si vous voulez, s'il y avait beaucoup de personnes très motivées, notamment par le vélo, ça ne représente pas nécessairement l'idée générale, la moyenne de ce que pensent les Autun-tois. C'est pas tellement la caution par plusieurs personnes qui importe que la qualité des arguments. Et en ayant participé sur l'ensemble des personnes qui ont participé, par l'échange des arguments, on s'est rendu compte que mettre une partie du trafic sur d'autres voies posait une série de problèmes difficilement résolvables, difficilement absorbables. Et donc, du coup, reporter le trafic sur la rue des Monuments ne paraissait pas une bonne solution, parce que rue du Monument, du coup, les deux ponts, rue des Deux Ponts, du coup, rue des Fusillés, du coup, Paul Delvaux, du coup, Rena Street. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, mais il vaut peut-être mieux laisser les voitures sur l'avenue des Combattants, trouver une solution pour que les autres modes puissent aussi avoir leur place, ralentir le trafic pour que ça soit apaisé. Et ce faisant, du coup, avoir une série de freins pour que de Cours Saint-Étienne, les possibilités de mobilité trouvent aussi d'autres voies. Et donc, voilà, je me permets d'insister, pour répondre à M. Genin, ce n'est pas la quantité de personnes qui ont été importants pour l'histoire de la piste 6, mais les arguments développés. Merci. Oui, alors on va peut-être prendre une question de madame et puis une question en ligne. Oui. Madame. Oui, donc, bonsoir. Une question, enfin, vous avez parfois été un petit peu rapide, mais c'était nécessaire hein, parce qu'il y avait une foule d'informations. Mais j'ai pas bien compris la notion de tarif dissuasif pour les cartes de riverains, si vous pouvez revenir dessus, sachant que on voit pas lorsque quelqu'un a déjà sa voiture
ou si un ménage a déjà 2 voitures pour des raisons notamment liées au travail, etc. En quoi ce sera dissuasif puisque la voiture est déjà là, donc ils vont pas se mettre au transport en commun parce qu'on augmente le tarif de la carte de stationnement. Autrement dit, ils vont mal le vivre. Voilà, ça c'est une première observation. Et la deuxième, il y a une question qui n'est pas apparue dans tout ce que vous avez dit, parce que en amont, moi, j'ai pas participé au groupe, mais j'avais participé à la réflexion programmatique il y a longtemps. C'est cette histoire, je ne sais pas si vous en avez parlé, de mutualisation des parkings. Notamment, il y a des parkings effectivement très vides, et donc si hypothèse, par exemple, je prends l'exemple du stationnement étudiant. Si l'université et la ville abondaient un petit peu les abonnements dans certains parkings sous-utilisés, il est possible que tout un tas de stationnements en surface puissent disparaître à ce moment-là. Donc, est-ce que ça a été travaillé ou pas? Je n'en sais rien. Oui. Alors, concernant les cartes riverains, donc je ne vais pas savoir rentrer dans le détail parce que je n'ai plus en tête les tarifs pratiqués, mais l'idée c'était que une carte riverain est payante. Je crois qu'aujourd'hui c'est un montant et c'est une fois pour toutes pour obtenir une carte riverain. Donc ça veut dire que le prix n'est absolument pas dissuasif. Et je pense qu'on a la possibilité, mais là du coup je rentre dans le contenu, donc corrigez-moi tout de suite si je me trompe, mais on a la possibilité d'avoir plusieurs cartes riverains. Et l'idée qui a été développée, c'est de dire il faut que le montant d'une carte riverain soit l'objet d'une réflexion. Si c'est 10 € une fois pour toutes, il n'y a pas de réflexion. On prend sa carte riverain et on n'en parle plus. Pour la première carte riverain, je pense que la question ne se pose pas nécessairement, mais je crois qu'il y a eu un débat sur les cartes suivantes. Parfois 2 cartes riverains, parfois 3 cartes riverains. Est-ce que là, il ne faut pas avoir un tarif dissuasif pour empêcher les gens d'avoir facilement recours à ces cartes riverains pour éventuellement 3 voitures stationnées sur l'espace public? Alors, pour la carte riverain, effectivement, ça a eu pas mal de débats, mais en fait, il y a principalement deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, elle est presque gratuite puisqu'elle est au tarif administratif de la distribution. Et on s'est posé la question avec le service stationnement qui était principalement, si on l'a gratuit, on va aller la chercher. Mais on n'en a pas forcément besoin ou on pourrait avoir d'autres habitudes. C'est-à-dire que surtout là où il y a de la pression dans le stationnement, il y a la nécessité de se dire peut-être que quelqu'un qui a la possibilité de stationner son véhicule chez lui, parce qu'il a une devanture devant sa maison ou parce qu'il a un parking accessible, pourquoi devrait-il prendre une place de stationnement sur l'espace public? Ce qui permettrait déjà de dégager des places de stationnement. Ça, c'est une chose. Donc, si la carte riverain est payante, effectivement, on va peut-être se faire la réflexion, est-ce que je l'achète ou pas? Parce qu'évidemment, 3 voitures du même riverain dans la rue, ça pose peut-être pas de problème dans certains quartiers, mais par exemple, dans le quartier de la rue des Monuments, ça pose problème. Parce qu'évidemment, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, c'était un peu la démarche de dissuader parce que le prix est là et alors j'ai peut-être d'opportunités de se stationner ailleurs. Après, il y avait une problématique qu'on a discutée aussi, c'est que la carte riverain, par exemple, principalement sur Louvain-la-Neuve, c'est une carte de riverain pour Louvain-la-Neuve. Et on s'est dit, c'est mieux de la faire par quartier parce qu'il y a certaines personnes qui, effectivement, l'utilisent pour aller d'un autre quartier à un autre et qu'on voudrait promouvoir, évidemment, la mobilité active au cœur même de la ville qui est piétonne. Donc, on est bien d'accord. Mais le débat, il était là pour trouver des solutions parce que l'objectif principal, c'est effectivement moins de voitures dans l'espace public, plus d'espace public pour y mettre de la convivialité, comme l'a dit Nicolas, mais aussi, surtout, de l'espace public pour y mettre des bons trottoirs piétons, accessibles à tous, pour y mettre des aménagements cyclables. Et comme on le sait, l'espace public de la voirie, elle a sa dimension, on ne saura plus l'agrandir. Donc, il faut trouver une autre proportion en termes d'aménagement. Et c'est ça le principe stop, c'est je fais une voirie, je vérifie, je vois d'abord que mes trottoirs sont corrects, que je peux mettre le vélo en toute sécurité, et puis je vais mettre la voiture. Donc, effectivement, on est dans une démarche qui est un peu contrainte pour la voiture. Voilà. Mais, par exemple...
Pour la situation des personnes âgées, on est bien conscient que c'est compliqué. Et par exemple, on a aussi eu des représentants des commerces, par exemple pour le centre d'Otigny, où pour eux aussi c'était compliqué de comprendre qu'on n'allait peut-être plus avoir une place de stationnement devant chez soi. Mais après, il faut faire la part des choses entre on n'a pas de place devant, mais il est à 10 ou 15 mètres, ou je viens avec un transport en commun ou un transport à la demande qui est plus réactif pour essayer de dissuader et de trouver une autre mobilité que la voiture en centre-ville. C'est vraiment toujours peser 2 poids 2 mesures, mais c'est très compliqué. Alors, concernant la mutualisation du stationnement, votre deuxième question, donc effectivement, ça a été abordé, le fait de tirer profit, de tirer parti du stationnement qui est sous-occupé à certaines périodes, mais pas à d'autres. Donc ça a été abordé, effectivement. Donc l'objectif, c'est bien de jouer sur ce jeu de phase communicant qu'il peut y avoir entre l'espace public et les parkings privés. Maintenant, il faut savoir aussi, les acteurs ont clairement dit, c'est qu'il y a aussi des conditions d'exploitation des parkings, que ce soit de l'UCL d'ailleurs ou des parkings privés. Et donc, tout n'est pas nécessairement si facile à mettre en place et à mettre en œuvre. Et c'est là qu'on parle de partenariat, effectivement, à trouver entre les différents acteurs pour avancer vers cette idée de mutualiser, effectivement, le stationnement. Oui, Thierry Stessen sur Ceuille de la Croix. Je voudrais revenir sur le problème de la boucle rue du Monument. Je trouve que la solution que vous avez trouvée est une bonne solution. C'est une bonne solution parce que techniquement et technologiquement, la commune n'aura pas les moyens de faire un renforcement de structure sur tout le trafic qui va être dévié depuis Moustier, rue de la Station, rue du Monument. Le revêtement n'est pas prévu pour supporter une telle charge. Parce que vous amenez là-dessus non pas que des voitures, mais des poids lourds. Il faut savoir qu'il y a un transit de poids lourds sur la 237 que vous ne savez pas enlever. Donc, je trouve que le système qu'on a proposé est correct. Pour moi, je trouve correct. Le deuxième problème, pas le problème, mais la deuxième situation, c'est la chaussée de la Croix. Alors, je trouve aussi qu'on est actuellement dans une bonne formule avec la circulation locale. Ma petite crainte là-dessus, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, ça va être comment le faire respecter. À part ça, je trouve que, moi, je pense qu'il faut évidemment faire des aménagements au rond-point de l'école, ça c'est indéniable. Par contre, moi je suis tout à fait adversaire à cette zone sens unique parce que ça va créer un problème monstre. Parce qu'une fois que les gens vont être imbriqués dans le sens unique, il n'y a pas de possibilité technique de faire demi-tour. Vous n'avez pas l'espace. Bon, là, vous devez abattre des maisons. Ok, on ne va pas faire ça. Donc, voilà, c'est ma petite considération personnelle, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Oui, on va prendre une question en ligne. Céline. Donc, une première question qui a été posée, c'était concernant la réorganisation de la ligne de bus 17. C'était pour avoir davantage de détails. Mais je pense que... oui, je ne sais pas si la ville, Madame Mertens, qui a des infos. C'est lors de l'atelier qu'il y a une personne, je pense que c'est Monsieur Barbier, qui avait défini qu'effectivement, la ligne 17, elle était un peu anecdotique. Et elle permettait, anecdotique dans le sens où, évidemment, c'était une boucle qui desservait l'hôpital et qu'à terme, évidemment, l'hôpital partant, c'était peut-être quelque chose à réorganiser, vu aussi que ces horaires n'étaient pas très pragmatiques. Et nous, dans notre démarche, c'était aussi plus une vision globale de voir quelles étaient les lignes structurantes, quelles étaient les lignes du TEC qui permettaient, je veux dire, une desserte des quartiers, parce qu'évidemment, les TEC desservent plutôt des grands axes et des grandes villes, ou donc, enfin, je veux dire, de commune en commune. Parce que ceux-là ont une cadence qui est plus importante. Et c'est comme ça que nous avons dans notre plan d'action le Proxibus, qui était plus une desserte, je veux dire, des quartiers, et qu'on a développé le TEC à la demande et qu'on essaye de pérenniser le TEC à la demande, parce que là, on a une desserte plus fine du dernier kilomètre, que ce soit pour des quartiers qui ne sont pas du tout desservis par les transports en commun, ou que ce soit pour une temporalité qui est le jour du marché, je veux aller 11 heures, mais malheureusement, le bus ne passe pas dans ma rue que dans des horaires qui sont pas corrects. Donc,
voilà, on a essayé de développer un transport en commun qui soit plus proche des quartiers et qui permette de répondre à des demandes pour des spécifiques des personnes âgées ou à une demande culturelle. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'à terme, c'était bien dans l'action, voir l'ensemble de la structure avec les techs, et bien entendu, pour voir envisager une meilleure desserte des quartiers. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question qu'on peut prendre en ligne. Une question, est-ce qu'un accord de la région est indispensable pour mettre en œuvre les zones 30? Madame Mertens. Oui, sur les routes régionales. Et donc, c'est encore un peu le débat. Hein. J'ai encore eu une réunion avec M. Jadot pour pérenniser la zone 30 dans l'avenue des combattants, puisqu'effectivement, il faut savoir que cette zone 30 n'est pas pérennisée. Hein. C'est toujours des arrêtés de police qui se font tous les 6 mois parce qu'elle n'est pas encore validée par la région. Merci. Je ne sais pas si dans la salle, il y a encore des questions. Oui, je vois 2 mains qui se lèvent. Il y a encore une question dans le chat. Oui. Oui, bonsoir. Nicolas Doquier de l'Avenue de la Paix. J'ai eu la chance de faire les ateliers transport en commun et puis les ateliers de la Chaussée de la Croix. Oui. Je vous remercie pour la synthèse que vous avez fait parce que c'est pas facile d'avoir. C'est un exercice pas évident. On a beaucoup discuté. C'était plus un commentaire, je pense, sur le fait que malgré ce superbe effort que vous avez fait, restez prudent dans l'analyse et la manière dont on va utiliser ces rapports. Oui. Dans le sens où si je prends les propositions que vous avez brossées ici, c'est effectivement des pistes dont la majorité ont été proposées par le bureau d'études, plus ou moins pertinents, je pense, et on a eu l'occasion d'en discuter, on a eu l'occasion d'en proposer, vous l'avez pris en compte, donc merci également pour ça. Je dirais qu'on a pris beaucoup de temps pour discuter de ça, d'argumenter avec les différentes parties prenantes et de voir les avantages et les inconvénients. Je sais que le revers de la médaille de ça, c'est que finalement, il est resté très peu de temps à la fin pour faire la synthèse. Donc, je pense que vous avez, en tout cas pour le Chaussée de la Croix, fait une synthèse qui est relativement représentative de ce qui a été dit, mais il faut être conscient que c'est une discussion qui a duré 15 minutes. Mm-hmm. Après, et donc, je pense qu'il y a encore de la place, et d'ailleurs, je pense que la manière dont les choses sont décrites reste assez générale, il y a encore de la place pour peaufiner les choses, et donc j'espère que la dynamique qui a été mise en place sera poursuivie. Mm-hmm. Il y a encore plein d'idées aussi qui sont revenues, la nuit portant conseil, donc on tient à disposition pour en discuter, et surtout rester prudent. Je pense que, comme je vois la réaction, l'avis de M. Genin, je pense qu'effectivement, il faut faire très attention dans la manière dont on interprète les choses et pas aller trop vite en besogne sur les conclusions qui sont énoncées ici. Tout à fait. Mais je vous remercie de le souligner parce que je crois que c'est effectivement important et je pense que l'expérience de M. Genin traduit ça aussi, c'est qu'effectivement, on peut ressortir avec un avis parfois relativement différent d'une expérience, d'un atelier qu'on a pu vivre. Et donc, effectivement, ici, l'objectif, et c'est pour ça que j'ai parlé de tendance, c'est globalement les avis, et la tendance est vers telle ou telle proposition. C'est effectivement issu d'un débat qui a eu lieu, un débat qui était alimenté par des experts qui sont venus avec des propositions, mais effectivement, il faut le prendre comme c'est, et comme j'ai annoncé à chaque atelier, mais l'objectif n'est pas d'arriver au terme de l'atelier avec un avis ferme et définitif sur une proposition et un document qu'on va tous signer à la fin. Donc, je crois qu'effectivement, il faut, comme vous dites, être très prudent, très attentif, et cette dynamique va donner lieu maintenant à toute une série d'analyses et un travail qui va devoir affiner, étudier la faisabilité. Je crois qu'il y a énormément de choses qui ont été dites qui sont assez importantes, je veux dire, qui vont fondamentalement bousculer la mobilité sur le territoire de Tignes-Valleneuve. Et donc, évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Ce serait, je pense, trop simple. Et donc, il y aura évidemment des étapes à venir. Oui, madame. Oui, bonsoir, Marie Dubus de la rue de la Limite. J'ai participé à l'atelier mode actif. Oui. Et c'est pour mettre un peu, j'ai entendu que vous disiez que vous alliez essayer d'augmenter le nombre, la quantité de voitures partagées. Oui. Et je pense que ça, c'est un point très important pour aider les gens à passer en mode actif et un peu libérer la vie. Parce que personnellement, moi, je pense vraiment à abandonner ma voiture.
Mais sur Louvain-la-Neuve, par exemple, pour Cambio, il y a plusieurs voitures. Mais ici, à Ottigny, c'est un petit peu court. D'accord. Donc, par exemple, rue du Monument, il y a une voiture qui est jamais là. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment super utilisée. Ouais. Mais j'ai entendu que vous alliez pousser ça. Et je pense que la mutualisation, c'est l'avenir, c'est avoir moins d'objets et plus de trajets et peut-être faire de la pub pour ça. Donc, expliquer aux gens qui peuvent calculer, tiens, en fait, j'utilise ma voiture, pourquoi, combien de kilomètres, et les accompagner là-dedans pour se dire, mais je peux passer, en fait, à la voiture partagée. Ah, mais au kilomètre, ça va me revenir moins cher. Donc, c'est aussi de la communication en même temps que mettre une offre plus touffue. Comme tu veux, là tu seras filmé. En effet, on est en réflexion pour pousser la voiture partagée, développer l'offre en tout cas sur la commune. Effectivement, c'est vrai que la réflexion de communiquer davantage sur les voitures partagées, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que la voiture du monument est tout le temps exploitée, tout le temps utilisée. C'est un peu le revers de la médaille. Pour l'instant, Cambio nous indique que les voitures sont utilisées 12 heures sur 24. Hein, donc, en prenant la nuit où elles sont pas utilisées, ça fait presque tout le temps. Et donc, Cambio envisage déjà de peut-être développer un peu son offre sur Ottigny, effectivement. Et nous, on va pousser dans le sens pour avoir des voitures partagées en plus sur la commune. Donc, on regarde à ça pour le marché public. Voilà. Peut-être pour compléter ce que Nathan vient de dire. Donc, pour le moment, il y a des sociétés qui développent leur offre sur leurs fonds propres. Donc, ils regardent, tiens, là, si je mets une voiture, est-ce qu'elle va être suffisamment utilisée? Est-ce que je vais avoir suffisamment de personnes qui vont s'abonner? Ça peut continuer, en fait. Hein. Donc, si, quelque part, rue de la Limite et aux alentours, Cambio perçoit Cambio, parce que c'est une société ou d'autres, perçoivent qu'il y a des clients, ils viendront mettre une voiture, hein, parce que ça leur permet de gagner de l'argent, de faire leur boulot. Notre travail à la commune, avec Nathan et d'autres, ça va être d'aller à des endroits plus compliqués. Par exemple, Professeur, Cérou, où là, on peut se dire, ça va être difficile parce que tout le monde a déjà une ou deux voitures et pourquoi est-ce qu'ils iraient prendre une autre voiture pourquoi est-ce qu'ils prendraient un abonnement alors qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut à la maison? Et donc, on va aller mettre des voitures dans des endroits plus difficiles et c'est la commune qui va prendre le risque. C'est-à-dire, si une société comme par exemple Cambio, si c'est eux qui gagnent le marché, disent on va mettre une voiture et qu'ils louent la moitié du temps pour être rentable, la commune va payer l'autre moitié du temps. Évidemment, la commune ne va pas pouvoir perdre de l'argent. Donc, la commune fera une énorme publicité pour finir, personne ne perd de l'argent. Et s'il faut commencer, parce que rue de la Limite, Cambio, je dis Cambio comme une société qui pourrait répondre, se dit, non, c'est trop risqué, on prendra le risque. Et donc, je cherche des ambassadeurs, des gens qui peuvent dire, mais autour de chez moi, j'ai 10 personnes qui sont prêtes à prendre. Parce que du coup, on ira plus vite mettre une voiture là. Et dès qu'elle est rentable, hop, on redégage des possibilités pour aller mettre une voiture ailleurs. L'idée, c'est quand même qu'à la fin de la mandature, il y ait des voitures dans toutes les parties, qu'à 10 minutes à pied, on ait une voiture près de chez soi, quoi. Voilà, ça c'est l'idée. Et j'espère que, on en a parlé avec Sandra Mertens, que d'ici à la fin du mois, on pourra relancer le cahier des charges pour vraiment développer cette possibilité. Donc, je remercie la personne de rue de la Limite d'être si enthousiaste. C'est vraiment ce qu'il faut pour notre commune. Très bien. Merci. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question. Oui, des questions en ligne.
Quelles sont les perspectives concrètes concernant la mise en œuvre et l'achèvement de la dorsale cyclable le long de la L140? Ça, c'est le corridor cyclable. Quel est l'état de la situation concernant le corridor cyclable? Alors, le projet se finalise dans la démarche pour l'instant. Donc, le corridor cyclable, c'est effectivement la poursuite du Pré-Ravel qui va de Nivelles à Cours-Saint-Étienne et donc de Cours-Saint-Étienne vers Limlet. Alors, il y a eu l'année passée un travail sur son tracé. Le tracé a été, je veux dire, avalisé par le collège pour dire on essaie de garder le plus possible le long des voies de chemin de fer, puisque le but, c'est un corridor cyclable. Hein, donc, il y avait des possibilités de dire on va passer par la rue du Monument, par exemple. Et là, on s'est dit non, on fait un corridor cyclable, donc on fait vraiment quelque chose qui est exclusivement vélo, bien que les piétons peuvent le partager, mais vraiment quelque chose qui n'est pas partagé avec la voiture. Et donc, je veux dire, la trace a été finalisée l'année passée, puis on a maintenant des réunions avec Infrabel, puisqu'évidemment, il faut trouver le terrain disponible. Alors, on a effectivement l'avantage sur notre territoire, c'est qu'il y a deux gros dossiers d'urbanisation qui sont en cours, Béton-le-Maire et Samaya, qui, évidemment, là, on peut effectivement discuter avec eux pour prendre une partie de leur terrain et aux autres endroits, parce qu'on va évidemment pas se finaliser, par exemple, quand on connaît le sentier de la gare, hein, Maurice Carême. Là, on a un petit sentier qui est fort utilisé par les étudiants en Christ 3 qui viennent de la gare, qui prennent le train et qui passent. Et quand c'est des hordes de piétons, ça va être difficile de les faire, je veux dire, cohabiter avec les cyclistes. C'est pour ça que là, on va aussi élargir ce tronçon-là. Et donc, la démarche, pour l'instant, l'état des lieux, c'est qu'il y a plusieurs réunions qui sont en cours avec les promoteurs et avec Infrabel pour trouver les terrains et pour pouvoir définir ce corridor cyclable, parce que, évidemment, un corridor cyclable, c'est 4 à 5 mètres de dégagement pour pouvoir faire minimum 4 mètres de zones cyclables, en tous les cas praticables. Et donc, on est à ce stade-là, mais il y a effectivement les confirmations, parce que c'est un dossier qui est je veux dire, à l'échelle de la région, qui est réalisé, je veux dire, en gestionnaire de dossier la province, puisque évidemment on traverse plusieurs communes, hein, c'est supracommunal comme projet, mais on a eu les confirmations que la région, c'est dans ses priorités. Voilà. Très bien. Merci. Je propose qu'on continue. Hein. Je vois l'heure qui tourne et il est tout doucement 9h30. Il nous reste 5 minutes. Donc, on va encore prendre des questions s'il y en a dans la salle et s'il y en a sur le chat. Mais peut-être juste avant, je voudrais juste vous expliquer un petit peu les suites et les prochains rendez-vous qu'on va avoir concernant cette démarche. Donc, il va y avoir effectivement un travail d'actualisation du PAM et de mise en œuvre. On va rentrer dans du concret. Hein. Il y a déjà évidemment des choses concrètes qui se mettent en place, mais l'idée, c'est effectivement d'avancer vers une mise en œuvre du programme d'action mobilité. En termes de dynamique participative, ce qui est prévu dans notre mission, c'est d'avoir des réunions d'information régulières, justement pour garder le contact et s'assurer du suivi de cette mise en œuvre. Et donc, le prochain rendez-vous prévu, planifié, se déroulerait en octobre 2022. Donc, soyez attentifs et évidemment, on aura l'occasion avec les listings des gens qui participent déjà de vous informer et de communiquer. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir des communications régulières, notamment sur les différents médias qu'on a utilisés jusque maintenant. Et vous avez aussi toutes les informations utiles, en ce compris les rapports et le dernier rapport qui vient d'être publié concernant la mission 2, qui sont en ligne sur la plateforme dont le lien est accessible à partir du site de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Voilà, je pense que j'ai communiqué ce que je voulais communiquer. Madame Mertens, je ne sais pas si vous voulez compléter. Et moi, je voudrais compléter parce que je fais un petit mot de conclusion. Parce qu'effectivement, le PAM, quand on a commencé le PAM, et donc, je veux dire, la participation, parce que le programme d'action, on l'a fait tout seul de nos petites mains avec David Dacamara et le bureau d'études, avec évidemment toutes les études qui ont nourri la démarche de conclusion, de cohérence, pour pouvoir mettre les thématiques, pour pouvoir mettre les objectifs et les actions. On s'est dit, on fait de la participation, mais donc on a eu un avant-projet du PAM. La participation, c'est-à-dire le volet, je veux dire, thématique, sur les grandes thématiques, ça nous a permis d'ouvrir des corrections de cet avant-projet,
Alors, il y a des corrections, je veux dire, il y a deux types de corrections de cet avant-projet PAM avec toutes ces actions. Il y a des corrections de mise en forme, hein, juste de la mise en forme des textes, hein, élaborer ou réaliser, mettre en œuvre, c'est des choses comme ça. Mais il y a aussi des corrections d'actions complémentaires qui ont été mises. Par exemple, dans l'atelier mode actif, on a eu des bras levés en nous disant on fait tout pour les cyclistes à Louvain-la-Neuve, mais on a oublié les piétons, on a oublié les personnes âgées qui ont difficulté sur les trottoirs. Vous avez vu l'état du trottoir de la rue des Monuments. Et donc, on fait notre mea culpa. Effectivement, je crois qu'il y avait dans l'atelier thématique mode actif et dans les actions qui sont mises, un oubli d'un réseau piéton. Il y avait bien étudié ou évalué la possibilité d'une piétonisation du centre d'Ottignies, mais rien de plus. Et c'est vrai que tu l'as développé. Hein, il y a effectivement peut-être un piétonnier, mais il y a aussi les liaisons de ce piétonnier vers le quartier. Si les trottoirs, par exemple, de la rue de la chaussée de la Croix sont pas pérennes ou sécurisés et qu'il y a des chambres de visite qui font défaut, c'est pas très cohérent. Et donc, ça, c'est par exemple une action qui a été mise en place. Il y a par exemple le bureau d'études, Ariès, qui nous a dit c'est bizarre que dans votre plan d'action, il n'y a rien qui est fait sur les bornes électriques, alors que c'est quand même la tendance. Voilà, donc, il y a quand même quelques actions qui vont être mises en place. Ça, c'est la correction de notre PAM. Donc, on va dire qu'on avait une vision PAM il y a 1 an. Et sur base des ateliers, ça va nourrir cette correction de ce PAM et donc des actions qui vont être mises en place, qui vont être aménagées ou complétées, des actions qui vont être juste reformulées. Et puis alors, pour faire un deuxième point, c'est un petit état d'avancement. Alors effectivement, sur les 50 actions, il y a des actions qui sont déjà mises, hein, comme pérenniser la prime vélo. Elle est pérennisée, j'espère encore pour longtemps, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de demandes et ça a rencontré beaucoup de succès. Il y avait aussi développé nos partenariats et ça, grâce un peu au PAM aussi, on a pu faire des connexions avec différents partenaires de la mobilité, que ce soit l'OTO et l'ETEC, que ce soit les SNCB, que ce soit des acteurs comme ProVélo. Et donc là, on a maintenant, avec par exemple le Wallonie Cyclable, on a développé un comité de suivi avec plein d'acteurs. Donc, je veux dire, il y a aussi comme ça une sorte de transversalité des personnes qui travaillent sur la mobilité et qui permet d'envisager des partenariats ou des réunions pour faire des projets, fédérer les projets ensemble. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Alors, effectivement, quand on met les 50 actions et qu'on doit mettre un budget, c'est sûr qu'on a pour quelques années. Et donc, il ne faut pas non plus avoir cette frustration de se dire « oui, mais on a parlé de ça et ce n'est pas encore réalisé ». C'est sûr que des projets ambitieux comme le plan de circulation d'Ottignies, c'est un plan ambitieux où on doit retravailler l'avenue des Combattants, on doit refaire une voirie, la rue des Monuments, il faut complètement la refaire. Il y a la chaussée de la Croix. Et donc, ça, c'est des dossiers qui sont, je veux dire, en termes budgétaires assez importants. Et donc, ça, c'est clair que c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure des possibilités financières. Et puis, et donc, on a quand même, moi, j'ai fait un petit calcul cet après-midi juste sur les budgets 2022. En termes d'aménagement et d'action, je suis à plus de 4 millions d'euros. Hein, par exemple, Madame parlait des voitures partagées, on a un dossier de 100 000 euros pour financer ces voitures partagées sur le budget 2022. On a un plan cyclable d'1,4 million sur le budget 2022. Donc, je veux dire, la ville a quand même mis les moyens pour réaliser ces actions, mais évidemment, ce n'est qu'encore une petite poussière par rapport à, je veux dire, l'optimisme des 50 actions. Et alors après, bien évidemment, il y a toutes des actions sur lesquelles on travaille, mais sur lesquelles, évidemment, on n'a pas de prise ou on sait que ce sera des budgets futurs, hein, comme le centre d'Ottignies, mais par exemple, la gare SNCB, on y travaille, on essaie de faire un beau projet, mais évidemment, là, budgétairement, on n'a pas de prise, mais on aura des prises pour budgétiser, par exemple, un MobiPoint sur la gare. Voilà, donc on a comme ça pas mal avancé dans le plan d'action. Bien sûr, on peut faire mieux, mais je pense qu'on a déjà lancé les grandes lignes de chouettes grands projets qui permettent de développer une autre mobilité dans le centre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Voilà. Bien, merci. Oui, je propose qu'on continue sur les questions. On va vous passer le micro.
Merci. Mais donc, vous avez parlé de maintenant un travail d'actualisation du PAM et de travail de mise en œuvre. Je me disais que ça pourrait intéresser, à mon avis, beaucoup de monde si on pouvait avoir un calendrier indicatif. Alors, j'insiste sur le mot indicatif, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce serait vraiment chouette si on pouvait savoir par quoi est-ce que les autorités communales et l'administration souhaitent commencer. Concrètement, où auront lieu les premiers travaux, quels seront les premiers chantiers qui seront concrétisés, quoi. Vous avez mentionné 50 actions. On s'attend évidemment pas à ce qu'elles soient toutes mises en œuvre dans l'année qui vient, mais ce serait vraiment même motivant, j'ai envie de dire, pour les participants de savoir au moins quelles sont les perspectives concrètes, quoi. Est-ce que ce serait possible de vous demander au moins 10 actions qui seront faites à courte échéance ou... Oui. Merci. Et non, pas maintenant. J'imagine que vous n'êtes pas prêt. Enfin, ce serait très chouette si vous pouvez le faire maintenant. Oui, Madame Mertens a commencé à le faire, en fait. Hein, oui, avec les différentes actions qui sont budgétées en 2022. Oui. Pardon, excusez-moi. Tout à fait, c'est au budget 2022 de la ville qui est tout à fait public, donc il n'y a vraiment pas de problème. C'est pas ça l'objet de ma question. On ne va pas demander aux gens d'aller éplucher le mais c'est pas ce que je demandais à Monsieur Genin. Non, mais donc vulgariser l'information, le mettre dans les conclusions de cette rencontre ou à court terme dire voilà par quoi est-ce qu'on va commencer. Quoi. Je veux bien en partie répondre à cette question. Oui, Monsieur Lebert. Voilà. Donc, d'abord, le PAM définitif va passer au conseil communal. Et quand on passera au conseil communal, on essayera de phaser, sachant que on va profiter d'opportunités. C'est quand même un coût très important pour faire toutes les actions. Et donc, tout ce qu'on peut avoir de manière subsidiée, on va essayer de le faire. Et donc, à la fois, on va essayer de donner une idée de la temporalité, et à la fois, on sera très prudent en disant ça changera peut-être, parce que si à un moment donné, il y a une possibilité de subsidiation, on le demandera. Et donc, voilà, on va essayer de répondre à la question de Monsieur Genin en étant à la fois volontariste et à la fois prudent quant au fait de pouvoir trouver des subsides ou des cofinancements par ailleurs. Très bien. Merci. Alors, est-ce qu'on prendrait encore, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat? Oui. J'en ai vu une ou deux, je peux aussi répondre? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Monsieur Lebert, prenez l'initiative, pas de souci. Alors donc, Monsieur Vinck demande, par exemple, augmenter l'offre de transport public interquartier. Alors, c'est très certainement un souhait. Alors, il y a un peu deux considérations. Il y a le fait que le transport autonome, pour le moment, c'est de Louvain-la-Neuve, rayonnement vers Ottignies, voire Cours-Saint-Étienne, une partie de Cours-Saint-Étienne, une partie de Chaumont-Gistou. Et donc, on ne va pas pouvoir grandement augmenter cette surface-là, parce que plus on augmente cette surface, plus il faut du temps pour aller d'un endroit à un autre et revenir. Par contre, si on peut développer le transport à la demande plutôt de Ottignies et de rayonner à partir de là, c'est certainement quelque chose qu'on va essayer de faire, sachant que tout ça coûte très cher. De manière générale, hein, de manière vraiment les grandes tendances, c'est que quand vous prenez le bus, en général, vous payez un quart des coûts. Donc, les recettes du TEC, c'est un quart les tickets et les abonnements et trois quarts les subventions du gouvernement wallon. Donc voilà, on est un petit peu limité de ce côté-là, mais on va quand même essayer. Et si le gouvernement subsidie des lignes, entre autres du transport à la demande, ben certainement on va en profiter. Donc ça, c'était une question. Et toujours, Monsieur Vinck, à propos des zones 30, un accord de région est-il indispensable pour réaliser des zones 30? On a partiellement répondu en disant, ben, quand on est sur une voirie régionale, ben, la région, bien sûr, a un poids privilégié, mais même quand on est sur une voirie communale, la région a, je vais dire ça comme ça, un droit de regard. Et donc, je dis ça parce que, par exemple, à Sérou, la voirie est communale, mais la région donne un avis, et si on ne suit pas l'avis de la région, on est vraiment dans de mauvais draps. Et donc, en fait, pas plus tard que ce matin, j'avais des riverains de l'avenue de Molder qui me demandaient est-ce qu'on peut passer en zone 30? Et donc, l'idée, c'est de
La région a déjà dit une fois non, mais l'idée, c'est de réinviter la région et de réexaminer avec elle la chose et de voir ce que la commune pourrait faire pour que ça soit acceptable. Si la région ne vient pas avec des arguments convaincants en disant non, c'est vraiment pas une bonne idée à cet endroit-là. Mais donc, notre objectif, c'est quand même d'essayer de passer le plus de voiries possible en zone 30. Voilà, ça me semblait important de répondre à ces deux questions-là. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore des questions sur le chat. Est-ce que dans la salle, il y a encore des questions Oui, oui, madame. Peut-être préparer. Juste une observation, parce qu'effectivement, la subsidiation de transport à la demande serait une bonne chose, parce que si le ticket, je viens de vérifier, est à 2,10 € aller, à 2,10 € retour, et ceci dans les heures de travail en plus, hein, pour l'instant, en journée, ça fait 4,20 € pour les petits pensionnés. Vous imaginez qu'ils peuvent faire ça souvent? Ça, c'est quand même, ce serait vraiment une bonne idée si on pouvait rendre le transport à la demande beaucoup plus accessible. C'est vraiment une piste très importante, surtout si vous voulez que les 4 riverains soient par les quartiers. Il faut que les gens puissent pouvoir circuler quand ils n'ont pas le physique pour circuler à pied ou en vélo. Il faut vraiment une commodité à ce niveau-là. Et donc, subsidier, c'est fondamental. Très bien. Merci pour votre commentaire. On va prendre une question du chat. Est-ce qu'au stade actuel, il existe des propositions concernant le réaménagement de l'échangeur N238? Alors ça, c'est donc la nationale 238 au-dessus de l'avenue des Justes. Donc en fait, ça, c'est un constat qui est arrivé lors de l'atelier chaussée de la Croix, où on s'est rendu compte que la configuration du carrefour, finalement, hein, entre la nationale et la nationale 238, mais voilà, poser des difficultés pour entraîner, entre guillemets, le trafic vers la nationale 238. Alors, je ne sais pas s'il y a des propositions, puisqu'on est au stade du constat du fait que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas pas comme on le souhaiterait si on veut empêcher le transit vers la chaussée de la Croix. Mais Madame Mertens, je ne sais pas si vous voulez compléter. Mais c'était effectivement une constatation lors de la visite de terrain. Et que si effectivement, en fonction des scénarios qu'on développerait à Chaussée de la Croix, il faudrait effectivement travailler même en amont, et c'est-à-dire effectivement sur l'échangeur de la 238 pour le sécuriser, et effectivement inviter à ce qu'il invite les conducteurs à prendre la 238 plutôt qu'à descendre sur la Chaussée de la Croix, Mais il n'y a effectivement pas encore de projet concret sur ce projet-là. Oui, monsieur, on va vous donner le micro. Merci. Roland Cornille, j'habite la chaussée de la Croix depuis 79. C'est un bail quand même. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi on avait créé l'avenue des Justes à grand renfort de remblais considérables. On voit pourquoi c'est une ligne directe vers Louvain-la-Neuve, et aussi pourquoi on avait créé l'avenue d'Elvaux. C'est aussi un passage royal comme raccourci à partir de la rue du Monument. Ça vous permet de court-circuiter complètement l'avenue des Combattants. Qui a décidé? Pourquoi a-t-on décidé ça? Parce qu'on se précipitait devant une voie royale, et d'un côté, Centre d'Ottigny, et de l'autre, vers Louvain-la-Neuve. Petite sous-question aussi, on nous a parlé d'un passage piétonnier pour les élèves du Christ 3 qui longerait le chemin de fer et retomberait sur le sentier Maurice Carême actuel. Ça permettrait aux élèves de ne pas traverser la chaussée. Ceci dit, si elle passe en circulation locale, ce sera moins grave. Hein. Où est-ce que ça en est? Parce que je pense aussi qu'on oublie que normalement, la SNCB, c'est un Frabel sans doute, avait prévu de mettre 2 nouveaux ponts-bacs à cet endroit-là. Je pense que c'était prévu en 2018, quelque chose comme ça. Donc, où est-ce que ce projet en est? Est-ce que la commune sait ça? Où en est le projet du pont-bac, double pont-bac?
et où, ça s'est greffé un peu plus tard, est-ce qu'on a encore souvenance de ce passage pour piétons qui longerait les chemins de fer et retomberait sur le sentier Maurice Carême. Merci. Alors, le remplacement du pont, il est toujours prévu, mais effectivement, il avait été programmé par Infrabel, hein, parce que ça doit se faire évidemment en 2 week-ends. C'était 2 week-ends des vacances de novembre, d'il y a 2 ans, mais effectivement, les marchés publics n'ont pas abouti. Et donc, quand le marché public n'est pas abouti et que la date est fixée, ils doivent reprogrammer. Et donc, voilà, nous, on nous promet ça pour l'année prochaine. Voilà, mais effectivement, ils ont l'obligation de les remplacer vu leur état de vétusté et les contraintes, je veux dire, sonores qui sont assez importantes par rapport aux riverains. Et alors, le projet, effectivement, de la continuité, c'est en fait, ce projet est toujours dans les cartons, mais maintenant, il est, je veux dire, porté par le corridor cyclable. Le corridor cyclable va passer par là. Alors, pour l'instant, évidemment, prendre sur 4 mètres en hauteur, c'est pas possible. Peut-être qu'il y aura une version, je veux dire, piétonne le long du pont et une version cyclable correcte qui passera et qui descendra. Mais alors, on sera en circulation locale. Voilà. Je veux bien répondre pour la chaussée, l'avenue des Justes. Oui, voilà, justement, M. Corny, je voulais une réponse pour l'avenue des Justes. Oui. Monsieur Debert. Oui. Donc, oui, mais il y a très, très, très longtemps, au moment où la voiture n'était pas du tout considérée comme maintenant, c'est-à-dire on n'était pas du tout dans la conception du stop. Et donc, on se demandait comment faciliter le plus possible la liaison entre Ottignies et Louvain-la-Neuve. Et à ce moment-là, on a trouvé bon de créer l'avenue des Justes. Hein, c'est celle qui part du pont du Pape et qui arrive directement sur la chaussée de la Croix. Et je pense qu'aujourd'hui, on réfléchirait tout à fait différemment. Et donc voilà, au monsieur qui a posé la question, il y a des années, on était sur un cheminement en voiture le plus rapide possible. Paul Delvaux est plus récent quand même. Je parle de Paul Delvaux. L'avenue des Justes a été décidée. Ah non, excusez-moi. C'est bien, vous êtes bien sur l'avenue des Justes. Ça a été décidé du temps du papa du Monceau, de Yves du Monceau, si je ne me trompe. Par contre, l'avenue Paul Delvaux, elle est beaucoup plus récente, me semble-t-il. Alors, oui. On voit très bien que c'est un raccourci magnifique vers le rond-point de la gare. Oui, mais ça, c'était dans l'idée de valoriser tous les terrains. Et par effet de conséquence, vous avez raison, c'est du coup un raccourci. Mais on a très bien valorisé les terrains qui sont à droite de l'avenue des Justes aussi. Hein. Très, très bien même. Voilà, soit. Je pense qu'il y a du foncier derrière, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Merci. Très bien. Merci, Monsieur Debert, pour vos réponses. Est-ce qu'on prendrait encore une question du chat? Ensuite, je pense qu'on va conclure. Oui, Monsieur Genin a aussi une question. Non? Ah ben voilà, Monsieur Genin. C'est rapide. Peut-être que ça concerne plutôt le subside Wallonie cyclable. Je veux savoir un petit peu ce qu'il en est des projets de stationnement vélo pour les écoles. Parce qu'il y a quand même pas mal d'écoles qui sont un peu mal équipées à ce niveau-là. Est-ce que c'est pris en compte dans le cadre des ateliers du PAM ou pas vraiment? Et si oui, donc à quelle échéance, quel type? Qu'est-ce qui est prévu, quoi? Merci. Dans le Wallonie cyclable, on avait, le comité de suivi avait défini des priorités sur les axes structurants. Et donc, on a 2 axes structurants qui est Céroux, Ottignies et Mont-Saint-Guibert, Louvain-la-Neuve, qui sont des axes structurants qui vont être aménagés dans le cadre de Wallonie cyclable 2. Et après, on a un volet sur le stationnement. Et là, on a 3 types de stationnement, et dont un stationnement qui est juste le réaménagement des stationnements le long, par exemple, des églises ou des commerces. On va renforcer ce stationnement local. Et on a un renforcement au niveau des quartiers et un renforcement stationnement au niveau des écoles. C'est-à-dire que dans chaque école communale, on va faire une vingtaine de stationnements abrités et sécurisés dans les cours d'école.
Dans le plan, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans toutes les écoles, je crois qu'il y en a 8, si je ne m'abuse. Et ça, c'est dans le plan Wallonie cyclable qu'on a introduit, qui est passé au Conseil de janvier, qui a été introduit à la région début février, qu'on attend l'avis de la région. Mais normalement, les dossiers vont passer avant juin 2022. Donc, je veux dire, les dossiers projets pour les marchés publics à mettre en œuvre. Vous avez dit 20 stationnements vélo pour chaque école communale. C'est ça, il y a 10 axes. Un toit. Donc, ils sont abrités et c'est des arceaux. Est-ce que les parents qui fréquentent ces écoles pourraient être consultés par rapport à la localisation de ces arceaux? Parce qu'il y a une crainte qu'ils soient assez loin de l'entrée de l'école. Et si on respecte le principe stop, il faudrait qu'ils soient le plus proche possible. Alors, la priorité, c'est de les faire sécuriser, c'est-à-dire qu'ils seront normalement, si possible, dans l'enceinte de l'école, pour éviter qu'effectivement, il y ait une surveillance, quoi. Je veux dire qu'on met son cadenas, mais qu'il faut passer l'enceinte de l'école pour aller voler le vélo du gamin ou de la gamine. La démarche, c'est celle-là. Après, quand on a la possibilité, on va aussi renforcer le stationnement aux abords d'école pour les parents qui viendraient en vélo porter l'enfant. Comme par exemple, on avait par exemple la demande, je me souviens de Monsieur Degan, qui a un vélo cargo et qui a des difficultés de venir se stationner ici, quoi. Donc, la démarche était là aussi. Oui, mais je fais ce rapprochement parce que c'est le débat qu'on a eu lors des ateliers. Donc, je suis bien d'accord qu'il n'y a pas que Monsieur Degan. Nathan, d'ailleurs, est un cycliste avec un vélo cargo. Donc, voilà. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore dans le public. Oui, une dernière question, monsieur. Dans le chat, il n'y a plus de questions? Ok, mais je pense qu'alors, ce sera la dernière question et puis on va conclure. Oui, dans le cadre de la route 237, est-ce qu'il y a encore eu des tractations entre la commune de Cour-Saint-Étienne, la région wallonne, parce qu'il y avait toujours quelque part dans les idées de faire une jonction de façon à ce que l'on puisse monter ou descendre de la N25 correctement et un peu dissuader les gens de rester dans la vallée ici vers Wavre. Est-ce qu'il y a encore eu des tractations? Est-ce qu'on a interrogé la région? Est-ce qu'on a été frappé au Met? Je suis un ancien du Met, alors. Alors, est-ce que ce dossier... Peut-être que M. Deber veut répondre ou je réponds, c'est comme il veut. Je réponds? Je veux bien. Vous compléterez? Vous êtes d'accord, D'accord. Sandra? Okay. Donc, dans le cadre de développement à Cour-Saint-Étienne, Cours-Village, donc pour le moment Cours-Village 1 c'est fait et ils veulent développer Cours-Village 2 puis Cours-Village 3. Cours-Village 2 c'est la plus grosse partie. Il y a eu une étude d'incidence et on s'est dit mais nom d'une pipe, s'ils se développent, et ces personnes devront bien partir quelque part, l'idéal, ce serait qu'elles ne passent pas par le Sandotini. Alors, qu'elles passent par la 275, c'est-à-dire vers Wavre, maintenant vers Ixensart, ça paraît peu probable. Donc, il faudrait essayer de développer quelque chose vers la RN25, comme vous dites, à partir de quelque part Cour-Saint-Étienne-Mousty. J'ai eu un contact avec les chefines de Cour-Saint-Étienne qui, franchement, n'étaient pas enthousiastes. Et elle disait même, moi j'habite Cours-Village 1 et je prends régulièrement ma voiture pour aller et l'avenue des Combattants, c'est vraiment bien. Et puis après ça, j'ai pas de problème. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de soutien de ce côté-là. D'un autre côté, il y aura des tas de développements. Béton-le-Maire, Simelin quitte Melun et encore d'autres endroits. Donc voilà, on cherche tout en devant respecter le principe stop, c'est-à-dire pas, parce qu'une route, ça coûte extrêmement cher. Donc si on met de l'argent pour développer une route, ça s'oppose un peu au principe stop. Donc voilà, on est en pleine réflexion. Comment est-ce qu'on peut réutiliser des voiries, les élargir un petit peu, en même temps ne pas embêter les riverains, soulager l'avenue des Combattants. Et je dois vous dire que
en parallèle à ça, et Sandra Mertens va certainement compléter, on se dit oui, mais s'il y a beaucoup de voitures qui sont coincées, l'idée c'est peut-être surtout d'offrir des alternatives en transport en commun, le fameux corridor cyclable, les abris vélos, et donc on a envoyé des remarques dont on espère, parce que le cours village 2 sera un permis qui sera décerné par les fonctionnaires délégués. On a insisté sur les abris vélos, sur le fait de prévoir suffisamment de stationnement, de laisser le corridor cyclable suffisamment large, parce que les personnes de Cours Saint-Étienne, mais aussi de Béton-le-Maire, si elles ont un magnifique corridor cyclable dont on a déjà beaucoup parlé, qui les mène à la gare, et si à la gare elles ont des super emplacements pour garer leur vélo, eh bien ça sera tout ça de pression en moins sur les voitures, et en plus la mise à disposition de voitures partagées. Tout ça c'est des remarques qu'on prend pour nous et qu'on a aussi formulées sur le permis de Cours Village 2, et que au moment où Melun se développera, on essaiera d'appliquer nous-mêmes. Voilà, j'essaye d'être suffisamment court. Sandra, allez-y, complétez encore. La démarche, c'est la fameuse réflexion sur le barreau sud. C'est une des actions de notre plan d'action mobilité. Alors, la dernière réflexion date de l'année passée, parce qu'il y a toujours eu une étude qui a été faite par la province, avec évidemment les partenaires qui sont l'ancien MET, mais le SPOE et Brabant Wallon, par rapport à cette démarche-là, puisqu'évidemment, c'est la poursuite d'une voirie régionale vers une autre voirie régionale. Alors, clairement, en termes d'infrastructure routière, ça avait beaucoup de sens, mais pour l'instant, il n'y a plus de financement de ce genre de projet, puisqu'évidemment, on est dans un principe tout autre. Comme le disait votre voisin, dans les années 70, on faisait du tout à la voiture, donc on faisait une autoroute pour aller vers la chaussée de la Croix, ce qui n'est plus du tout la démarche. Donc là, on ferait peut-être encore un pas en arrière pour faire une voirie. Donc là, je pense que le barreau sud, dans une démarche de nouvelle infrastructure qui ferait une liaison, enfin qui ferait la continuité de la 275, je pense qu'on peut oublier au jour d'aujourd'hui. La démarche qui a été faite par le bureau d'études, c'était d'utiliser les petites rues pour faire une sorte de fuite de transit par les petites rues, de quartier. Ça, on n'est pas très pour non plus, parce que c'est la même démarche que là tout à l'heure avec la rue du Monument et la voirie régionale. Et alors, il y a eu un autre scénario qui était d'envisager quand même du passage à niveau à Cours Saint-Étienne et de traverser une zone qui est plus ou moins boisée. Et là, il y a eu effectivement un avis négatif complet de Cours Saint-Étienne. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas que ça verra le jour, mais en contrepartie, évidemment, nous, on a eu un regard sur le projet de Cours Saint-Étienne, Cours Village, phase 2. Et là, on a vu que le dossier d'urbanisation était complètement vide sur les alternatives, c'est-à-dire sur le fameux corridor cyclable, sur les parkings vélos, sur le financement d'un TEC à la demande. Et donc là, on a dit, d'accord, et vous êtes presque négatif dans la possibilité d'un barreau sud, mais clairement, s'il n'y a pas de possibilité pour les voitures, il faut tout mettre sur les autres modes actifs. Et donc, voilà cette démarche qui est là pour l'instant. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Donc, on va avoir l'occasion d'avoir régulièrement, et je crois 2 fois par an, pendant les années à venir, des rendez-vous ponctuels comme ceci pour justement faire le point sur les différents éléments. Et donc, je pense qu'on va conclure ici. Je me demande même si l'alarme ne va pas sonner. Non, je ne pense pas. Mais ces réunions régulières répondent un peu à la demande de M. Genin qui voulait savoir un peu où on en était, quelles sont les priorités du collège, quelles sont les priorités financières, quelles sont les opportunités financières de développer tel et tel dossier. Et c'est un peu la démarche qu'on avait voulu dans le cadre du PAM Participation, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers, au moins 1 fois par an, pour faire le point de l'état d'avancement, des priorités, des opportunités qui ont été mis en place. Je pense que c'est un bon rendez-vous justement pour garder cette dynamique de fonctionnement. On ne saurait rien faire. Comment est-ce qu'on peut faire? La police va arriver?
Tous en prison. Qu'est-ce que c'est que vous faites là? Enfin. Oui, oui, madame. Il y a d'autres membres du CRAC ici. Oui. Ça vaut la peine d'aller voir ce que le CRAC fait parce qu'ils ont tout un dossier sur le stationnement à vélo. Oui. Avec une expertise qui est vraiment, ils sont vraiment codés, notamment à Bruxelles, qui travaillent beaucoup là-dessus. Et ils ont carrément des fiches techniques et aussi des fiches pour convaincre les commerçants, les écoles. Oui, c'est ça. Avec quels sont les avantages, les désavantages, quel type de dispositif vous devez mettre, et aussi des fiches carrément techniques avec les tracts. Moi, je vois parfois des actions vélo rue en vacances, justement. Okay. Avec la rue de la station à vélo vacances, à la rue de la gare. Il y a des emplacements vélo, mais c'est pas possible, parce que vous n'avez pas une cour comme ça. Ok. Voilà, donc ça vaut la peine de travailler avec eux parce que. Ouais. Oh, tu sais refermer la porte. On va vraiment essayer de terminer la réunion dans des conditions quand même encore convenables, mais. Ouais. Oui, très bien. Mais merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager. Hein. Je pense qu'on peut échanger aussi via la ville, via Espace Environnement. Donc, toutes les informations sont les bienvenues. Merci beaucoup. Merci à tous les participants en ligne et en présentiel. Merci, Monsieur Debert, d'avoir joué le jeu, je pense, de façon tout à fait à l'aise, hein, finalement, de cette réunion hybride. Bon retour à tous. Monsieur Debert, je ne sais pas si vous voulez prendre encore la parole pour dire un mot. On se quitte. On se quitte comme ça. Allez, je veux bien le dernier mot. Tout simplement, merci à tous. Parfait. Merci. Bonne soirée, bon retour. Au revoir.